Mia 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 mia. Internet Explorer. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre mensuel des cultures numériques Internet Exploreuse. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont laissé de très gentils commentaires sous notre dernière vidéo YouTube. Merci aux personnes qui nous suivent en podcast. Merci à vous qui nous regardez actuellement sur Twitch. Merci également évidemment à tous nos patriotes qui nous soutiennent. Souvenez-vous, patreon.com/origami-media. On a besoin de vous, évidemment. C'est notre première source de revenus. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, l'épisode 3 de la saison 2, j'ai comme toujours Lucie Renfaux, ma fidèle acolyte, avec moi sur le plateau. Comment tu vas, Lucie ? Bah ça va, j'ai failli te répondre en mien. Je me suis dit que j'allais arrêter la blague. La blague, on va revenir sur la blague. Peut-être que des personnes n'ont rien compris à ce qui s'est passé. Ne vous inquiétez pas. J'ai juste eu un bug. On va vous expliquer. Vous allez nous détester après, mais au moins vous aurez compris. Donc, en tout cas, je vais bien. Merci. Tu vas bien ? Bah super, c'est l'essentiel. Bonjour Rhoda. Bonjour. Comment tu vas ? Je vais bien. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Rhoda, tu es critique culturelle, directrice artistique, photographe. Tu as énormément de casquettes à ton actif et tu es également autrice, attention, de Sensible, un livre qui retrace l'histoire méconnue du R&B en France. Et moi, je la connais très peu, donc j'ai pas lu ton livre avant. Je vais le piquer à Lucie avant de partir. Mais... Il faut. Bah oui. Important. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce livre ? Sensible, une histoire du R&B français, il date de l'année dernière. Il est sorti l'année dernière et c'est un livre qui retrace l'histoire du R&B en France. C'est pas nécessairement une histoire très linéaire, ça peut être très historique et puis il y a une partie qui est très critique et il y a même une histoire orale d'un label, le premier label de R&B français. Et je pense que ce livre-là, il était important déjà parce qu'il n'y avait pas de livre sur cette musique en France. On considère que cette musique naît quand même à la fin des années 80, début des années 90 et 30 ans sans livre, c'est assez incroyable. Donc, il naît d'un manque, mais aussi d'une passion parce que je suis passionnée de R&B. Donc, c'était important pour moi de commencer cette histoire, en tout cas, et écrire cette histoire. Et on en reparlera un peu plus tard. Tu vas notamment nous expliquer la différence entre le hip-hop et le R&B parce que ce n'est pas la même chose, ok ? Absolument pas la même chose. On va parler, vous l'avez compris, de musique aujourd'hui dans Internet Exploreuse et plus particulièrement de TikTok. Est-ce que TikTok a ruiné l'industrie musicale ? Qu'est-ce que TikTok a changé au fonctionnement qu'on a en tant qu'artiste, mais aussi en tant que personne qui écoute de la musique ou qui consomme de la musique ? On va parler également de Gnome. Et puis on va reparler encore de musique, mais d'abord, on commence avec le compte privé de Rhoda. Donc comme tous les mois, on commence notre émission par le compte privé. Voilà, on ouvre le compte privé de notre invité parce qu'on aime bien présenter les personnes qu'on invite au travers de leurs pratiques en ligne. Le principe, c'est qu'on pose une sorte de petit portrait chinois sur vos habitudes en ligne. Et donc, Rhoda, on t'a posé 5 questions sur tes habitudes d'Internet. Et je vais commencer par la première. C'est ma question préférée à poser à chaque fois à nos invités. Quel est ton premier souvenir d'Internet ? Alors, le premier souvenir d'Internet, j'ai dû fouiller. Je crois que le premier, en réalité, celui que je t'ai donné, c'est pas vraiment le premier. Le premier, c'est j'allais au bureau de ma mère quand j'avais dans la fin des années 90 et j'y allais pour imprimer des paroles de chansons. Donc, j'allais sur Internet, je tapais le titre et puis j'imprimais les paroles pour pouvoir faire des classeurs ensuite derrière. Mais je pense que j'ai commencé à avoir une vraie relation avec Internet à partir du début des années 2000 plutôt, dans les cybercafés de Douala. Je vivais à Douala, donc au Cameroun. Et j'y allais pour aller sur tchatch.com. Je vous ai ressorti une petite capture d'écran de l'époque. Alors ça, c'est tchatch.com en 2004, si je me trompe pas. Ouais. Donc ça m'a rappelé je dirais pas que ça m'a rappelé des bons souvenirs, mais ça m'a rappelé des souvenirs en tout cas. Ouais, non, mais si. Je vais pas dire qu'on passait beaucoup de temps. Je me rappelle, on avait cette habitude avec mes voisins de l'époque. Donc on allait tous au cybercafé, on allait sur tchatch.com et il y avait une sorte de, je pense, d'excitation parce qu'on
on avait la possibilité de parler à des inconnus. Et donc, c'était un peu le pourquoi on allait sur Internet. Parce que moi, du coup, je connaissais pas du tout Change.com, mais peut-être qu'il y a d'autres personnes dans le chat qui connaissent pas non plus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'était ? Alors, c'était une bonne question. Moi, je sais en tout cas qu'à l'époque, j'y allais principalement pour parler avec des inconnus. Aujourd'hui, je crois que c'est plutôt vendu comme un site de rencontre. Mais à l'époque, c'était plutôt un site où tu allais pour parler à des personnes un peu inconnues sur Internet et tu pouvais te créer des identités. Je me rappelle, je donnais jamais mon vrai prénom. Donc, j'allais et chaque fois, j'étais... T'avais un avatar, un alter ego comme ça que tu utilisais? Non, je sais plus parce que c'était il y a 20 ans, donc c'est compliqué. Je me rappelle pas. Donc, mais je sais en tout cas que c'était jamais mon prénom. C'était jamais mon prénom. Parce qu'en plus, t'avais pas de compte, donc tu pouvais changer ton pseudo à chaque fois. Oui, c'est ça, exact. Donc, tu choisissais le pseudo que tu donnais. C'est ça. Et ça a été vraiment cette fenêtre assez réduite dans le temps de ce moment d'Internet où on avait envie de parler avec des inconnus, mais sans thème particulier. Là, aujourd'hui, tu vas sur Discord, tu vas sur des communautés fermées qui ont des thèmes. Mais même sur Omegle, qui serait du coup l'équivalent plus ou moins actuel avec de la vidéo, je sais que tu mets des tags en fait pour pouvoir discuter avec des personnes. Enfin, tu peux mettre des tags pour pouvoir discuter avec des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt. Mais Omegle, tu parles avec une autre personne, alors que là, vraiment, le principe, c'est que c'était une grosse chatroom. Donc, tu pouvais ensuite avoir des discussions privées avec des gens. Et c'était souvent là que les trucs un peu louches pouvaient avoir lieu. mais ouais, c'était une sorte de grande chatroom. Comme je crois qu'il y en avait un autre. Caramel. Non. Bah oui, Caramel, on avait aussi un, c'était Carachat, je crois. Mais voilà, moi aussi, j'ai passé du temps sur chat.com en disant à ma mère que je faisais mes devoirs. C'est marrant parce que c'est quelque chose qui revient assez fréquemment à chaque fois dans les comptes privés des personnes et tout. Le fait, alors qu'on n'en parle pas tant que ça maintenant aujourd'hui, du fait que on aimait aller sur Internet et discuter avec des inconnus et tout. Et oh là, mais qu'est-ce que c'était dangereux quand même. C'était super dangereux. Ouais, mais il y avait un côté un peu... C'était la naïveté du début d'Internet. Mais ça faisait moins peur, Internet, en fait, à l'époque. Oui. Pas forcément à raison, mais ça faisait moins peur, quoi. Il y avait eu un peu moins de prévention, un peu moins de petits cas qui ont fait qu'on s'est dit... peut-être que c'est pas le bon moment. Moi, je sais que mes parents, ils m'ont toujours refusé le fait de m'inscrire sur Abo, justement parce que peut-être qu'ils avaient entendu Abo Hotel, ils avaient entendu parler du fait que quand t'es un enfant, il y a peut-être des adultes qui vont parler à ton enfant. Donc, ouais. La deuxième question que je t'ai posée, c'était quelle est la dernière vidéo que tu as regardée sur YouTube ? Et alors là, j'ai mis une capture d'écran. Tu m'avais répondu que c'était la chaîne YouTube de Nelson George. Oui, c'est ça. Donc en fait, Nelson George, c'est un critique, un historien de la musique. Il est assez important pour moi parce que il y a son livre donc qui s'appelle The Death of Rhythm and Blues, la mort du rhythm and blues, du R&B, qui est assez fondamental ou important dans, on va dire, ma connaissance du R&B. C'est un des premiers livres que j'ai lus. Et en même temps aussi, c'est un réalisateur qui a beaucoup collaboré avec quelqu'un comme Spike Lee, par exemple, dans les années 80. Dans les années 90, il a réalisé un film qui s'appelle Brooklyn Bohème, sur la tendance justement des artistes afro-américains à la fin des années 80 et leur rapport avec la ville de Brooklyn, spécifiquement un quartier Fort Greene. Et donc, j'ai découvert sa chaîne YouTube récemment via une vidéo de D'Angelo. Et je passe pas mal de temps à regarder un peu les vidéos qu'il poste. Là, c'est une vidéo en fait du making of de School Days, donc un film de Spike Lee, son deuxième film, sorti en 88, je crois. Oui, c'est ça, 88. Et donc, c'était assez intéressant juste de passer un moment dans ses archives. Donc, c'est ça. Voilà, c'est ce que je fais ces temps-ci sur YouTube. Oui, parce que sa chaîne YouTube, c'est principalement les archives, en fait, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. Un peu, ouais, c'est ça. C'est principalement des vidéos, des choses qu'il a prises durant des discussions avec des artistes. Ou alors, c'est des trucs qui sont commentés, du coup, ou c'est... non, on va dire, je pense qu'il va juste dans ses vidéos, il trouve des choses et il les poste, quoi. De façon un peu... de façon... très aléatoire. Enfin, je sais pas si c'est aléatoire. Façon dans la description, en tout cas pour School Days, j'ai regardé, il explique bien, j'ai participé à ça. Ouais, j'ai participé, il donne du contexte. Oui, oui. Trop bien. C'est vraiment intéressant. La troisième question qu'on t'a posée, c'est le dernier mème qui t'a fait rire. Et je vais l'afficher tout de suite. Voilà, alors...
Je suis allée me renseigner pour comprendre le contexte, mais peut-être que tu veux l'expliquer. Alors c'est donc la photo, donc c'est la photo de la statue de Dwayne Wade. Dwayne Wade, c'est un basketteur américain qui a passé un moment au Miami Heat, donc l'équipe de basket de Miami, et donc il a été honoré avec cette statue qui n'a absolument rien à voir avec à quoi il ressemble. Je pense que c'est important de voir aussi le visage de Dwayne Wade. J'adore le fait que ces statues là, à chaque fois de sportifs, ils sont tout le temps loupés. Je sais pas comment ils font à chaque fois. Mais le pire, c'est que j'ai vu du coup une vidéo où elle est dévoilée. Oui. Même lui, il a l'air dégoûté, en fait. Oui, voilà, il fait Mais je pense ce qui est encore plus drôle avec cette photo, mais je pense que là, ça va être en fait une série de références. Donc la photo donc a été reprise comme un mème pendant toute une journée sur Twitter. Ça date vraiment d'il y a 3-4 semaines. Mais je pense que c'est vraiment le dernier meme qui m'a fait vraiment rire. Et ce tweet en particulier, c'est un tweet d'un mec qui donc cite un titre de Bill Withers, donc A Lovely Day. Je pense que vous voyez ce que c'est, c'est un classique. Et en fait, dans A Lovely Day, il y a une partie de Lovely Day où il crie A Lovely Day à la fin. Et le fait même que ce soit associé avec ce mime, ça vraiment, je vous dis, ça m'a tué. J'ai passé une journée à rigoler sur ce truc-là. Donc voilà. Moi, c'est mes mèmes préférés, vraiment les associations de deux trucs, qui ont été même des références dans des références. Ouais, puis les trucs d'internautes. Enfin là, du coup, j'ai regardé un petit peu et t'as plein de mèmes trop marrants. Énormément sur Twitter, comme quoi Twitter, il y a encore quand même des gens rigolos. Non mais tweet quoi? Toujours. Twix, on avait dit Twix, c'est ça. Je n'appellerai jamais Twitter X. Jamais. Jamais. La quatrième question qu'on t'a posée, c'est à quoi ressemble ton fil pour toi sur TikTok? Alors je le rappelle pour les gens qui n'ont pas TikTok, TikTok est organisé avec deux fils. Il y a le fil d'abonnement et il y a le fil pour toi, qui est un fil algorithmique qui est censé deviner tes goûts. Généralement, c'est assez bien foutu. Et alors, toi, Rhoda, c'est quoi tes goûts? Qu'est-ce que TikTok identifie chez toi? Alors, je sais qu'en général, je vous envoie une vidéo, je pense en plus on va la mettre en de mon fil pour toi. Et c'est assez particulier. Il y a beaucoup de musique en général. Il y a beaucoup de musique. Il y a des personnes qui parlent de musique. Il y a des personnes qui dansent sur de la musique. Et puis, il y a des cheveux aussi. Parce que je passe du temps à regarder des vidéos de cheveux naturels, coiffés, etc. Tutos et tout. Voilà, de tutos, voilà, ou juste de femmes noires qui parlent de leurs cheveux parce que bon, du coup, mes cheveux sont naturels, donc j'ai tendance à regarder ces vidéos-là. Et il y a aussi d'autres choses. Il y a des vidéos aussi où il y a des personnes qui parlent plutôt je sais pas si je peux, c'est pas vraiment du développement personnel, mais c'est peut-être des choses plus liées à le développement personnel. C'est pas du tout du développement personnel, mais c'est des personnes qui parlent juste de sujets de société. Voilà, c'est ça, c'est pas du tout de développement personnel. Et ton pour toi, est-ce que t'as dû l'entraîner entre guillemets pour qu'il te donne ce que t'as envie de voir ou... Oui, en fait j'ai dû vraiment expliquer à mon pour moi que je voulais des choses drôles déjà, donc j'ai beaucoup de choses drôles parce que TikTok spécifiquement, je pense que c'est l'application que j'utilise juste pour décompresser. Détendre, oui. Voilà, quand je passe de Twitter, de vraiment l'enfer de Twitter, en général, j'ai besoin de me relaxer un peu et donc je vais sur TikTok. Donc, j'ai principalement le contenu en anglais. Principalement, vraiment, je peux avoir aussi, parce qu'ils comprennent que je parle français, donc des fois, ils m'envoient des choses en français. Et je trouve d'ailleurs que c'est l'algorithme le mieux foutu. Je sais pas pour vous, mais je trouve que c'est celui qui comprend le mieux ce qu'on aime avec les nuances, justement. Mais même, j'ai l'impression que tu peux réussir à le faire changer temporairement, des fois. Moi, je sais qu'il y a des moments où j'aime bien regarder juste des vidéos complètement idiotes avec des sons qui saturent, etc. Et je sais que si je vais liker plusieurs vidéos en début de soirée, à la fin de la soirée, je vais avoir que ça. Des fois, j'ai l'impression aussi qu'ils testent un peu. Et bon, là, généralement, je m'endors très vite après parce que ça me demande trop d'énergie de regarder ces vidéos. Il y a aussi un truc qui revient souvent dans mon feed et je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est des salons de massage chinois en Chine ou sur les cheveux là. Ouais, purée, je les ai tout le temps. Je sais pas pourquoi. Tout le temps. C'est en gros c'est une nana qui a son salon visiblement. Ouais, ça se trouve c'est faux mais c'est délire ASMR et tout. Oui, c'est ça. C'est genre cette cliente revient pour la troisième fois. Et elle et donc je lave les cheveux et après il y a des petits messages aussi sur l'écran et je regarde ça le soir et ça me fait dormir. Et parfois c'est weird, genre parfois c'est cette cliente ne sait pas laver les cheveux. C'est ça, oui, c'est ce qu'elle
Un mois. Ouais. Mais alors moi je sais que vu que je regarde pas, je regarde pas de l'ASMR sur TikTok, mais j'en écoute parfois sur Spotify, donc je pense que ça doit envoyer des infos machin. Donc de temps en temps j'ai ce genre de truc et je pense que le lien c'est l'ASMR. Mais moi je suis pas du tout consommatrice de vidéos d'ASMR, donc je suis passée à côté. Moi non plus. Mais j'aime beaucoup ces vidéos-là en fait. En général, je les regarde le soir. Oui, ça détend quoi. Mais et comme toi, moi non plus, j'aime pas du tout quand TikTok me propose des contenus en français. À chaque fois, le terme anglais cringe, je trouve, marche bien. Alors que c'est bête parce que c'est pas parce que t'es francophone que tu fais pas des trucs intéressants, mais j'en ai pas envie sur mon TikTok. Moi, j'ai souvent un truc assez spécial qui arrive, c'est que quand j'ai des contenus francophones, c'est des contenus qui viennent de Snapchat. Et des contenus qui sont devenus un peu des repartages, des trucs où ils se cassent la gueule, où il y a une petite des petites péripéties qui arrivent aux personnes et tout, et c'est tout le temps des vidéos assez courtes et qui ressemblent pas mal du coup aux Vines, un peu d'une certaine manière. Là au TikTok maintenant on peut faire des vidéos extrêmement longues, vu que sur Snapchat c'est quand même assez limité encore. Limité, d'accord. Ouais. Et ben du coup j'ai des contenus Snapchat qui ressemblent à des trucs de Vines qui arrivent sur mon TikTok. C'est spécial, mais j'aime bien. Dernière question de ton compte privé, Rhoda. Qu'est-ce qui a disparu en ligne et qui te manque aujourd'hui ? Alors vraiment, assez naturellement, j'ai pensé au surf. À la fin des années 90, début des années 2000, je pense qu'on allait sur Internet sans but précis, mais il y avait cette idée de passer d'une page à une autre et de pas nécessairement être orienté par des algorithmes. Donc parce que aujourd'hui, ce sont les algorithmes qui ont, on va dire, qui dominent Internet. Et donc à l'époque, quand même, aller sur Internet, ouvrir une page, passer d'une page à une autre, et vraiment avec toujours cette sorte d'excitation, curiosité très enfantine, de se dire, pas sur quoi on sait pas sur quoi on va tomber. Et il y avait l'idée aussi de rareté. Enfin, on pouvait pas passer énormément de temps sur Internet. C'était 1 heure, c'était 2 heures. C'était lent, donc il fallait vraiment y aller avec, je pense, en tout cas moi j'y allais, j'étais toujours très très enthousiaste et toujours très curieuse, et je passais beaucoup d'heures à juste passer d'une page à une autre, à découvrir des sites, à lire. Je pense qu'on lit de moins en moins aussi sur Internet, parce que maintenant on nous propose des contenus pour mâcher un peu les articles, mais ouais, le surf principalement, le surf. Ouais, le surf, le hasard. Voilà, le hasard. C'est quoi ce mot ? Chaque fois, je me trompe quand je le dis. Sérendipité. Ah, sérendipité. Sérendipité. C'est comme ça qu'on le traduit en français, c'est ça ? Ouais, c'est le mot qui est le fait d'aller à un point A, à un point B, mais de manière un peu ouais, c'est heureux hasard. Chaotique, voilà, heureux hasard. Tout à fait. Errer sur Internet. Errer sur Internet. Ouais. Eh ben, merci beaucoup, Rhoda, de nous avoir ouvert ton compte privé. Et il est temps maintenant de passer à la capture d'écran. Héloïse, donc ce mois-ci, on se débouche les oreilles car tu consacres la capture d'écran du mois à TikTok et surtout aux effets de TikTok sur la musique. Ouais, on va totalement se faire striker. Mais c'est pas grave. Je voulais commencer cette chronique en vous emmenant en vacances avec moi. On est l'été dernier, je suis sur une île grecque, je me repose de cette année formidable, cette première saison d'origami, et je décide de me rendre à l'autre bout de cette île. Je prends donc un bus et à l'arrêt suivant le mien, une petite dizaine d'adolescents, jeunes adultes montent dans le bus, se posent derrière moi et vont passer l'heure de trajet à chanter ça. Pendant 1 heure ? Pendant 1 heure. C'est long. C'est très long. Et surtout, je l'avais dans la tête du coup toute la journée, et je l'ai re-eu quand il y avait un seul bus retour. Donc ils étaient aussi derrière moi et donc c'était reparti. Est-ce que vous connaissez ça ? Je sais que Rhoda, tu l'as pas entendu. Absolument pas, j'ai pas la ref. T'as pas la ref ? Je vais t'expliquer ce que c'est tout de suite. Toi, Lucie, je sais que tu connais. Je sais que maintenant Sylvain, à qui je n'ai pas dit bonjour, connaît, vu que je l'ai embêté avec ça depuis quelques semaines. Voilà. Bonjour Sylvain. Alors c'est une reprise assez particulière, puisque en miaulement d'une musique de Billie Eilish qui est sortie l'année dernière et qui s'appelle What Was I Made For, qui a été utilisée notamment dans la BO du film Barbie, et qui va nous servir de cas d'école dans le sujet qui nous intéresse ce mois-ci, puisqu'aujourd'hui on vous parle de l'impact de TikTok sur l'industrie musicale. Alors TikTok, vous connaissez maintenant si vous suivez Internet Explorer depuis un moment, c'est 2 milliards d'utilisateurs et d'utilisatrices, un format assez novateur, du vertical, et mais surtout une plateforme qui repose entièrement sur l'utilisation de sons.
Donc, ce qu'on appelle des sons sur TikTok, ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être des extraits parlés, comme des sketchs, des morceaux d'une ancienne vidéo, déjà des petites blagounettes, ce genre de choses, des répliques de films même parfois. Mais c'est surtout des musiques qui vont être lip-syncées et ou dansées pour reproduire ou détourner des tendances. Si vous voulez, TikTok, ce qu'il a plus ou moins inventé ou au moins démocratisé, c'est l'utilisation de sons de la même manière qu'on utilisait des mèmes et qu'on continue d'utiliser des mèmes en images visuelles, quoi, et qu'on va détourner ensuite pour coller à différentes situations plus ou moins personnelles et plus ou moins drôles, il faut le dire. Surtout, auparavant, TikTok, ça s'appelait Musical.ly et c'était une plateforme où il y avait énormément de danse. C'est toujours le cas. Hein. On prend une musique, on invente une petite chorégraphie qui est souvent assez simple pour que plein de personnes puissent le reproduire. Et puis voilà, ça lance une tendance. Il y avait aussi... est-ce que vous vous rappelez du moment où c'était filmé en accéléré et où il y avait énormément de transitions dans tous les sens et tout. Je me rappelle. Ouais, c'était une app très populaire auprès des cosplayers, notamment, qui faisaient du coup beaucoup de trucs inspirés des mangas et des animés avec des poses et ouais. C'est ultra dur à faire. Et puis en plus avec des animations un peu et tout, un petit effet sympathique. Et du coup, une fois qu'on a établi la place de TikTok dans la vie des gens, donc de meilleurs utilisateurs, voilà, et la place de la musique dans TikTok, la question qui suit, c'est en tant qu'artiste, est-ce que je peux encore éviter TikTok ? Est-ce que je peux ne pas mettre mes sons dessus ? Qu'est-ce que ça va m'apporter concrètement ? Il y a des très nombreux artistes qui ont réussi à percer grâce à TikTok, à se faire connaître. Ils avaient déjà des fois une certaine popularité, mais c'était pas ce qu'on a connu. Après, il y a Lil Nas X, le chanteur et rappeur qui s'est fait connaître avec sa chanson Old Town Road, donc une sorte de mélange de country et de hip-hop, qui a connu un sacré succès près de 6 mois après sa sortie sur TikTok. Et donc, il y a eu en effet des chorégraphies qui ont été créées. Ça a énormément eu de succès auprès des enfants, notamment. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos à l'époque où il y avait vraiment des gymnases d'enfants qui hurlaient la musique et tout. C'était super. Et donc, cette célébrité sur TikTok, donc 6 mois après la sortie du tweet, ça lui a valu une ressortie, cette fois accompagnée par le méga label Columbia, avec un featuring avec Monsieur Country, le papa de Miley Cyrus, Billy Ray Cyrus. Donc, c'est grâce au succès sur TikTok qu'il a eu une ressortie. Je ne savais pas du tout ça. Moi, je connais la deuxième version, du coup, le remix, mais... Ouais, non, il y avait une version initiale. Vous connaissez également maintenant Doja Cat. Elle vous dirait exactement la même chose. Pendant le confinement, sa musique Say So profite d'une mise en avant assez folle grâce au fait, en fait, que des influenceurs très influents, là, pour le coup, vont récupérer la musique et, comme je vous disais, vont créer une chorégraphie assez simple dessus. Et donc, il va notamment avoir Charli D'Amelio, qui était vraiment à l'époque un peu moins maintenant, mais elle incarnait le visage de TikTok et le visage de ces influenceurs influenceuses d'ailleurs la plupart du temps, qui créent des chorégraphies qui vont être reprises par absolument tout le monde qui va le reprendre. Et c'est bon, après Doja Cat était totalement lancée. Alors là, je vous cite des exemples américains, mais on peut citer aussi en France très récemment Iseult, qui a explosé grâce à un trio un featuring qui s'appelle Alibi, qui est très chouette. Et si vous connaissez pas encore son nom, déjà je vous conseille ses musiques, parce que Iseult, c'est des super musiques. Et je vous informe aussi qu'elle a participé à une petite émission pas très connue récemment, qui s'appelle le Saturday Night Live. Voilà, je sais pas si vous connaissez, mais ça me rend folle à chaque fois à quel point Iseult est assez peu connue encore en France, alors qu'elle explose à l'international, quoi. Mais vous connaissez aussi peut-être en France Weshden, par exemple, où on en a parlé pas mal en préparant l'émission, November Ultra, qui avait fait des reprises et qui est devenu pas mal connu grâce à TikTok. Il a pu faire une tournée aux États-Unis, en fait. Tout à fait, ça, également. Je savais pas du tout. Ouais, c'est une dinguerie, comme on dirait. Si on vous perd avec tous ces noms, peut-être qu'on pourrait vous rattraper avec des noms comme Kate Bush ou Stevie Nicks au hasard, quoi. Dont certaines musiques ont connu un véritable renouveau, en fait, avec TikTok, qui ont permis de mettre en avant ces musiques face à un public qui était peut-être trop jeune ou qui avait juste jamais écouté leur musique. Et je voudrais m'attarder un temps sur Stevie Nicks, si vous le voyez bien. Elle était quasiment absente de la plateforme et la chanson Dreams a explosé grâce à cette vidéo-là, que vous avez peut-être déjà vu. Donc là, c'est un utilisateur lambda qui se filme, il s'appelle Dogface. Il fait cette vidéo, un skateboard, une autoroute aux États-Unis, du jus de cranberry et Dreams, cette très belle musique de Fleetwood Mac. Et ça crée une vibe. Ça donne une vibe incroyable,
esthétique, comme on a pu parler dans les anciens numéros d'Internet Exploreuse. Et il explose quelques temps après. Stevie Nicks apparaît sur TikTok et pond cette vidéo-là. Voilà, donc on la voit en train de lasser aussi du coup des patins avec un jus de cranberry placé à côté et elle chante sa musique en même temps. Elle a tout capté à ce qu'il fallait faire. Elle a été très certainement très bien conseillée. Ouais, rendu hommage du coup à la personne qui avait utilisé sa musique. C'est vrai que ça crée des mélanges assez étonnants parfois, c'est sympa. Voilà, il y en a une autre qui a vraiment tout compris cette année et qui en a récolté des sacrés lauriers, c'est Charli XCX. Voilà, peut-être que ça vous dit rien en fait, mais vous l'avez déjà entendu parce que ça fait quand même un moment qu'elle sort des tubes et notamment pas mal de featuring que vous connaissez peut-être. Avant, on était plus sur de la pop et maintenant on est parti sur quelque chose d'un peu plus électro. Et c'est elle qui est à l'origine du fameux Brat Summer, du nom de son album sorti en juin dernier avec ce visuel-là. Là, elle comprend tout. Là, vous vous dites, mais quoi ? Ton image, elle est floue. Et non. C'est vraiment l'image du coup de la jaquette qui se présente comme ça. On est sur une utilisation des réseaux sociaux parfaite et une utilisation surtout des codes de TikTok qui est vraiment nickel. Une semaine après la sortie de l'album, une utilisatrice de TikTok du nom de Kayleigh Heyer va créer une chorégraphie super simple comme on vous en a parlé là depuis tout à l'heure sur la chanson Apple issue de l'album. Donc la chorégraphie elle est reprise rapidement par de nombreux utilisateurs et utilisatrices et 10 jours après c'est Charli XCX qui le reprend et qui voilà là ça explose à ce moment-là. Et résultat des courses, le son comptabilise aujourd'hui 1,7 million non pas de vues mais de vidéos l'utilisant. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Et la vidéo la plus vue et likée, je vous la montre tout de suite, c'est celle-ci, sur ce son. Voilà, c'est un chaton qui reproduit du coup la chorégraphie. Non, on est pile dans les codes. Ah bah là on est c'est Internet, la bonne musique. Ultime. Mais ce qui est intéressant dans le cas de Charli XCX, en plus que moi c'est une artiste que j'aime beaucoup depuis ça fait un peu prétentieux de dire ça. Oui, je l'ai déjà écouté avant. Mais moi j'aime bien ce qu'elle fait et c'est une nana qui en fait qui a toujours utilisé Internet. Enfin elle était là à l'époque de MySpace et tout parce que c'est une artiste qui tourne depuis très longtemps et elle a toujours su s'adapter au code. Par exemple, ça a été l'une des premières artistes à faire des concerts sur Roblox, la plateforme de jeux vidéo. Elle a toujours vachement expérimenté. Elle a fait un album pendant le confinement où elle faisait voter les gens pour choisir les tracks. Enfin, du coup, je trouve contrairement à certains artistes où tu sens que TikTok leur a été un peu imposé par leur major, elle, ça semble plus naturel de sa part puisqu'elle a toujours été très intégrer la culture internet. Ouais, c'est ça, très branchée. De vendre sa musique. Ouais, tout à fait. Et à la lumière de tout ça, j'ai discuté avec Angèle Châtelier, qui est journaliste indépendante spécialisée dans la musique, responsable éditoriale de Tsugi. Je ne sais pas si vous connaissez le magazine musical de Sopress. Je lui ai posé cette question. Est-ce que c'est important d'être présent et présente, de présenter en fait du format court en tant qu'artiste aujourd'hui ? Le format court a eu des incidences, ça c'est évident, que ça soit positif ou négatif. Positif d'abord parce que ça a permis de faire exploser des artistes, faire exploser des carrières, que sûrement sans TikTok ça ne serait pas arrivé. Un des derniers exemples en date, en France en tout cas, c'est un rappeur qui s'appelle Carbone, qui était inconnu il y a 1 an, qui a sorti sur TikTok sa chanson Imagine. Ça a totalement explosé. Là maintenant il fait une tournée, il est sur les routes. Donc ça fait partie des quelques aspects positifs qui fait qu'aujourd'hui n'importe quel artiste, peu importe son talent, parfois même j'ai envie de dire, peut aujourd'hui espérer avoir une carrière. Par contre, il y a aussi énormément d'aspects négatifs là-dedans, à commencer par le fait que ce sont des carrières qui peuvent être aussi très chronophages, que c'est un peu la loterie, que je parle de talent, mais c'est pas parce qu'un artiste a du talent qu'il va forcément marcher sur TikTok. C'est beaucoup de questions d'algorithme, on sait. C'est aussi beaucoup de questions de savoir manier TikTok, ses codes. Tout le monde ne sait pas forcément le faire. Tout le monde n'a pas le temps de le faire. Déjà, quand on est artiste, on doit déjà gagner sa vie. Donc, s'il faut ensuite faire 3-4 TikTok par jour, ça peut être compliqué. Bah oui, ça peut être très compliqué et très chronophage. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu passer les TikTok de certains artistes qui expliquent pour sortir ma prochaine musique, il y a mon label qui me dit qu'il me faut que je fasse des TikTok. Sur TikTok. Ouais, je trouve ça fou. Il y a Florence and the Machine aussi qui a sorti un TikTok similaire expliquant tout ça.
Et voilà, ouais, les labels qui poussent en fait pour espérer capter l'effet TikTok, devenir viral et être pris soit pour la vibe comme Stevie Nicks, pour affirmer une identité parfois aussi, ou faire l'objet d'une chorégraphie comme Say So ou Apple, quoi. Et en vue, évidemment, d'entraîner derrière, parce que c'est ça l'objectif, plus de stream et plus d'écoute sur les plateformes de streaming, quoi. Et donc ça peut avoir des conséquences plus étonnantes que celles de la demande d'une présence en ligne. Ouais, ça peut aller jusqu'à influencer, en fait, influencer la création musicale elle-même et la construction, en fait, de ton projet musical. Quand on produisait une musique, avant, on faisait en sorte qu'elle rentre dans un album, elle avait sa place au milieu de l'album, au milieu d'autres chansons, on ne répondait pas aux mêmes configurations d'écoute de ces chansons. Désormais, avec le numérique, on est directement mis en compétition avec d'autres artistes. Et comme dans toutes les industries culturelles numériques, on entre en concurrence pour retenir l'attention, le temps d'écoute des utilisateurs et des utilisatrices. Et Angèle Châtelier nous raconte une de ses conséquences sur la composition, notamment des intros. Aujourd'hui, alors c'est pas que lié à TikTok, mais c'est aussi lié à l'avènement du streaming, etc. Ce qu'on peut constater, c'est que des chansons vont pas forcément être formatées pour marcher sur TikTok ou pas. Par contre, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a de moins en moins de chansons qui vont être sur le long cours, qui vont durer longtemps, qui vont avoir des longues intros. Et ça a été mis un peu sur le fait depuis Spotify, depuis Deezer, parce que voilà, c'est un peu compliqué à expliquer, mais les algorithmes font que au bout de 30 secondes, si une chanson a été skippée, c'est-à-dire qu'elle marchera pas. Donc si un artiste va faire une intro longue de 45 secondes, du coup, elle sera moins écoutée. Donc ça a fait que ça, c'est certains des artistes me l'ont dit, on en parle aussi beaucoup. Il y a dans leur manière de composer, ça a changé quelque chose dans leurs intros, dans le fait que voilà, parfois, on se dit, je vais pas faire une intro hyper longue, je vais faire un refrain catchy parce que je me laisse de ce fait-là plus de chances de pouvoir marcher sur TikTok. Ça, c'est aussi une observation que partage une autre personne que j'ai interviewée. Il s'appelle Guillaume Cotet et c'est le directeur de l'UPFC, donc l'Union des producteurs français indépendants. Concrètement, c'est l'organisation professionnelle qui va représenter à la fois les producteurs, les labels et les distributeurs indépendants en France. Et sur cette question de changement dans la composition des musiques, dans la composition des albums, etc., Guillaume, lui, parle même d'une surenchère de la part de certains pure players. Mais on est un petit peu dans une logique de surenchère aujourd'hui. Finalement, même des pure players, parfois, je ne citerai pas lesquels, appellent les artistes à sortir du modèle de l'album. Je sors un album une fois tous les 3 ans, 4 ans. Entre-temps, j'ai de la promo, je sors des singles, je fais d'une tournée, etc. Les festivals et compagnie. Non, certains disent plutôt revenez un peu comme dans les années 60, sortez des singles. Il vaut mieux que vous sortiez quelque chose de nouveau toutes les 2 semaines pour faire parler de vous plutôt qu'un album une fois tous les 4 ans. Alors c'est quelque chose qu'on néglige parfois un petit peu derrière ce modèle, si tant est qu'on puisse appeler ça un modèle, c'est que c'est extrêmement épuisant pour les artistes. Un artiste, il a sa vision, la plupart d'entre eux tiennent au format album. C'est pas le cas partout. Il y a des esthétiques où typiquement dans l'électro par exemple, où les artistes fonctionnent beaucoup au single, beaucoup moins à l'album, mais ça reste quand même un format qui est privilégié, qui est plébiscité. Et donc un artiste qui est dans ce modèle-là n'a pas nécessairement envie de passer en mode un single toutes les 2 semaines. Voilà, il faut une certaine productivité. Puis c'est aussi des artistes, c'est aussi des gens à qui on va demander d'être présents sur les réseaux sociaux, de produire, d'être dans des clips, etc. Il y a une production en fait qui n'est plus que celle du son. Éventuellement, à une époque, on sortait 1 ou 2 clips avec l'album. Aujourd'hui, on sort un nombre de contenus, appelons ça des contenus promotionnels qui viennent teaser l'album ou teaser un single, etc. Et qui, en plus, sont parfaits pour les réseaux sociaux, typiquement sur TikTok. Ou alors après je laisse à d'autres le soin d'évoquer les questions de concentration des jeunes, etc. Mais c'est vrai qu'en fait on est sur des formats qui sont de plus en plus réduits et certains d'ailleurs l'ont bien compris. Il y a des artistes aujourd'hui dans certains répertoires qui sortent des chansons qui ne font plus le fameux format dont on parlait avant, qui était grosso modo 3 minutes et demie, 4 minutes, c'est plutôt des formats qui font 2 minutes, 2 minutes et demie. Donc ils ont bien compris qu'en plus, on pouvait jouer davantage sur la capacité à être écouté en boucle à partir du moment où on faisait des formats plus courts. Et il y a le journaliste Dan Watley qui travaille chez Business Insider qui partageait une autre observation autour des albums. En juillet 2024, il écrit donc « Les albums sont
trop long, c'est bon. Cowboy Carter de Beyoncé, c'est 27 pistes. Charli XCX, encore elle a sorti un nouvel album seulement quelques jours après Brat, avec un titre assez explicite qu'on pourrait traduire par Brat, c'est la même chose, sauf qu'il y a 3 chansons en plus. Voilà, ça a complètement changé ce qu'on pense en fait, comment on conçoit l'album et comment on conçoit aussi les musiques en termes de durée. Et je te voyais, Roda, acquiescer pendant les interviews. Oui, quand il parle de capacité ou qu'on appelle ça de concentration. Et je pense que c'est peut-être là aussi que se situe le sujet, c'est qu'on parle beaucoup de ce que TikTok a fait et on parle beaucoup des jeunes, de la génération Z, en disant voilà, les jeunes ont moins d'attention. Et je pense aussi qu'il faut juste parler de tout le monde. On a tous moins d'attention, on est tous sur les réseaux sociaux, oui, à des degrés complètement différents, mais il faut aussi qu'on se pose la question de notre propre rôle en tant que, entre guillemets, consommateur et auditeur de musique. De ce qu'on demande aussi, de ce qu'on demande et de ce que les algorithmes comprennent de ce qu'on demande. Comme il disait un peu, quand on skip un titre après, je ne sais pas si c'est lui ou c'est plutôt la journaliste juste avant, quand on skip un titre après 30 secondes, parce que aussi c'est une question d'attention, je pense. On peut plus s'asseoir réellement pour écouter de la musique parce qu'il faut qu'on fasse plein de choses en même temps et puis en fait, il faut qu'on soit très rapide dans la manière de consommer. Il y a tellement de choses aussi qu'on veut tout écouter, donc on est très voilà, on skip quoi. J'ai l'impression que notre temps, il n'a pas la même valeur, un peu. En tout cas, on lui donne pas la même valeur. C'est-à-dire que tu vas laisser une chance à une musique, mais de quelques secondes. Limite, si l'intro te plaît pas, tu skippes. Et c'est ce que disait du coup Angèle Châtelier, que les intros, du coup, elles sont extrêmement plus courtes, ou alors tu as la musique qui commence directement, parce que il faut attraper directement de la même manière que quand tu crées une vidéo TikTok, et tu dis une phrase choc au début pour attraper quelqu'un, ou un gimmick, ou ce genre de choses, quoi. Et sur la compo, il y a un truc, moi, qui me frappe beaucoup dans les titres d'aujourd'hui. Alors moi, j'écoute quand même pas mal de pop, donc ça oriente mon regard, mais c'est la disparition du bridge. Oui. Bridge dans les chansons. On est sur, généralement, c'est un couplet, un refrain, un couplet. Si t'as de la chance, un deuxième refrain, et encore. Et c'est fini, quoi. Et j'ai souvent maintenant l'impression d'inachever quand j'écoute des chansons. Elles sont, pour moi, après je pense que c'est aussi parce qu'on est d'une génération où on a connu justement les bridges et la musique populaire avec beaucoup de bridges. Moi j'écoute de la musique populaire, mais du R&B par exemple, c'est de la musique populaire aussi. Et dans le R&B, c'est le même problème, c'est qu'aujourd'hui les titres durent 2 minutes 30. Il y a un couplet, un refrain, un couplet, un refrain, et puis c'est terminé. Il y a plus d'outro. Et surtout dans le R&B, ce qui est important, c'est aussi souvent le bridge et ce qui se passe après le bridge, où là on peut vraiment montrer un peu ses capacités vocales, les ad-libs, etc. Ils sont complètement enlevés en fait. Mais donc, vous rappelez des outros qui durait 1 minute limite et qui avec les petites scénettes et oui tout. Voilà, c'est ça. Ça existe plus vraiment. Mais aussi les modulations, tu sais, quand on parlait de bridge, mais il y a aussi toute la question de changement de tonalité qui était extrêmement important dans la musique populaire avant 70, 80, 90, même 2000. Et aujourd'hui, on a complètement enlevé les modulations. Et, c'est ça. Les modulations, le bridge est limite devenu un projet artistique musical quand on met selon les artistes. D'accord. Oui, c'est vu comme vintage en fait, donc ça donne une vibe vintage qui est assez étonnante, quoi. Et c'est marrant, je me suis fait cette réflexion ce matin, j'ai écouté, ça m'a été recommandé automatiquement sur Spotify, la nouvelle chanson de Bruno Mars avec une chanteuse avec Rosé qui une chanteuse de Lady Gaga. Non, c'est celle avec donc une autre chanteuse de pop Rosé qui s'appelle APT. Et en fait, moi j'ai beaucoup entendu sur TikTok l'intro APT. En fait, elle revient tout le temps. Ah, donc c'est du Bruno Mars et du Rosé. Et en fait, la chanson, vu que je l'ai entendue en entier, je l'ai pas reconnue parce que je me concentrais pas, donc et j'ai loupé l'intro qui est celle qui tourne sur TikTok. En fait, l'intro c'est plus ou moins le refrain. C'est ça qui est... Ouais, mais du coup, le reste de la chanson est vachement différente du petit snippet qu'on te balance. Ouais, celui-là, c'est pour les réseaux sociaux. Celui-là, il est hyper efficace. Et j'hésitais à le mettre justement en exemple dans cette chronique parce que c'est l'exemple parfait, quoi. Vraiment, cette musique de la manière dont tu composes aujourd'hui une musique pour les réseaux sociaux aussi. Donc, une fois maintenant que ça c'est dit, on se dit, bon, voilà... Beaucoup de travail, beaucoup de vidéos supplémentaires, tu changes la composition de la musique, mais ça, c'est parce que tu vas avoir un retour sur investissement, évidemment. Pas vraiment, en fait. Ou en tout cas,
pas souvent. C'est loin d'être automatique, le fait de pouvoir s'investir comme ça sur TikTok et d'avoir des retours concrets. Les artistes doivent souvent composer avec une multitude de facteurs, à la fois de risques, de frustration, de contraintes, alimentés par un algorithme au fonctionnement assez opaque et au manque de souplesse et de bonne volonté de la plateforme, il faut le dire, à commencer par les problèmes de rémunération, en fait. Alors justement, ça se passe comment, la rémunération sur TikTok pour les artistes ? Alors, pour la question de la rémunération dans la musique, c'est tout un sujet, voilà. Donc, je vais vous faire un tout petit historique pour que vous compreniez un peu d'où on vient. Pour comprendre, il faut remonter aux années 2000, au début des années 2000, et à ce qu'on a appelé la crise du disque. Alors, je vous ai sorti un graphe pour que vous compreniez assez visuellement. Je vais expliquer évidemment pour les personnes qui nous écoutent en podcast. Donc, ça, c'est des chiffres du Syndicat national de l'édition phonographique qui montrent en fait que les CD ont connu une chute mortelle à partir environ de 2003 et qui a été remplacée à l'époque. On voit que ça n'a pas été remplacé dans le graphe tout simplement parce que ça a été remplacé par quelque chose qui est très quantifiable, qui est les téléchargements illégaux. Vous devez vous rappeler de Napster, sale pirate là, on vous voit. Vous avez téléchargé du coup vos musiques de manière illégale. On n'achète plus de disques et on se dit c'est bon, l'industrie musicale est foutue. Et dans cette histoire, les sauveurs, ils s'appellent iTunes, Spotify et Deezer, Cocorico, évidemment. Les sauveurs, c'est comme ça qu'ils se présentent en tout cas. C'est comme ça qu'ils ont été reçus parce que par rapport au téléchargement illégal, on a au moins une minuscule rémunération, mais également la possibilité de proposer une découverte. Et ça, on en reparlera, je pense, un peu après, parce qu'on en a discuté un peu en off avant. Une découverte, en fait, si un utilisateur ou une utilisatrice écoute un artiste qui est assez proche de vous en termes de genre, en termes d'approche musicale, il y a des chances que vous soyez proposé dans la suite de l'utilisation de l'application. Tout simplement. Et j'ai demandé à Angèle Châtelier comment se passait la question de la rémunération sur les plateformes de streaming aujourd'hui. Le problème de la rémunération des artistes sur les plateformes de streaming, c'est quelque chose qui depuis le début a été et un débat et un problème et quelque chose qu'on a voulu légiférer, pas légiférer, etc. Enfin, en tout cas, où tout le monde a pris un peu à bras le corps ce problème-là. Il y a des solutions qui ont été soit mises en place, soit des choses qui ont été vues, ou des possibilités, comment expliquer, pas des possibilités, mais d'essayer de trouver un moyen de faire autrement. Deezer, par exemple, a essayé de mettre en place, en tout cas a eu l'idée de mettre en place quelque chose qui s'appelle le User Centrics, qui serait plutôt le principe que mon abonnement à moi, en fait, mes 10 € que j'ai payé par mois, aillent exclusivement aux artistes que j'écoute, et non pas à tous les artistes de la plateforme, où là, en l'occurrence, ce qui est souvent le cas, c'est plus les artistes les plus écoutés. Mes 10 € vont aller vers eux. Le principe de user-centric, c'est plutôt le contraire, ce qui, d'ailleurs, semble être le plus logique, c'est que mes 10 € aillent vers les artistes que j'écoute le plus. C'est pas quelque chose qui est encore tout à fait mis en place. Là, ce qui a été vachement important ces derniers temps, c'est ce qu'on a appelé la taxe streaming, qui a fait que l'industrie du streaming doit prendre en compte les artistes et donc payer une certaine forme de taxe pour pouvoir faire vivre le Centre national de la musique. Sur les réseaux sociaux, sur TikTok notamment, c'est très compliqué parce que ce sont des réseaux qui déjà vont tellement vite. La manière de légiférer dessus change évidemment aussi en fonction des pays. Donc c'est des choses qui vont être très compliquées à mettre en place et que parfois, voire souvent, les plateformes comme l'intelligence artificielle, par exemple, vont parfois plus vite que le droit. Donc, en fait, on est comme ça dans quelque chose où on essaye d'attraper un petit peu les choses en marche et que ça ne marche pas toujours. Donc, les artistes sont les premiers à en pâtir, ça c'est certain. L'industrie de la musique ensuite. Donc, il faut réussir à trouver des moyens de s'adapter. Aujourd'hui, leur mode de rémunération ne peut pas se baser exclusivement sur le streaming ou sur TikTok. Donc, ils ne le font pas. Il faut plutôt voir TikTok pour eux comme un moyen de se faire connaître. Mais c'est pas comme ça qu'ils vont ensuite pouvoir vivre de leur musique. Voilà, donc des chiffres difficiles à savoir déjà parce que ça se passe par des deals en fait avec les labels directement, mais pour vous donner un peu un ordre d'idée, en 2022, il y avait un label indépendant américain qui confiait aux médias Billboard que le système de rémunération des artistes sur TikTok en fait était différent de celui d'autres plateformes. Les artistes sont pas rémunérés au nombre d'écoutes, mais au nombre de vidéos qui utilisent la musique. Et donc dans cet aspect-là, c'est un calcul qui est un peu compliqué, mais qui vous donne, en tout cas pour ce label-là, 1 million de vues sur TikTok rapporterait, attention, est-ce que vous savez combien de dollars ?
Moi, j'ai la réponse devant mes yeux. Non, je sais pas. $8. Voilà. 1 million de vues sur TikTok rapporte $8. $8 pour l'artiste ou pour le label. Oui. En plus. Donc, voilà. contre 500 à $2000 sur YouTube. Alors que YouTube, vous le savez, il paye pas beaucoup, quoi. Donc, mais il paye mieux. Bah oui. Donc ouais, c'est pas un média pour faire de l'argent, voilà, parce que c'est juste pas possible avec les deals actuels. C'est pour se faire connaître, mais là encore, le média social pêche à plus d'un titre. Et ça, c'est parfois tout simplement parce que c'est parfois difficile en fait de savoir qui est l'auteur ou l'autrice d'un son ou d'une musique. Les artistes sont assez peu mis en avant en fait sur la plateforme. Le titre du son et l'utilisateur s'affiche de manière assez peu lisible finalement. Et puis ça défile en plus. Ça défile. Il y a un disque qui tourne, qui pour faire c'est la jaquette généralement du morceau et tout. C'est assez compliqué. Et donc, déjà, il faut qu'on arrive à comprendre quel est le son. Ensuite, il faudrait qu'on clique dessus pour aller accéder à la page du son avec toutes les vidéos d'utilisation du son. Après, il faudrait cliquer sur la première vidéo pour arriver au truc. Et ensuite, imaginez... c'est pas fait. C'est pas fait. C'est pas fait pour que tu fouilles. C'est fait pour que tu restes dans ce flux, ce flux algorithmique constant. De la même manière que les commentaires sont pas mis en avant. Enfin, TikTok, c'est vraiment une expérience horizontale. C'est pas fait pour que tu cliques. Ouais, comme rappelez-vous sur Twitter, encore il y a pas longtemps, on avait découvert que quand vous mettiez des liens externes en fait au site, et ben généralement vous étiez moins mis en avant. TikTok, c'est cette logique, mais fait réseau social, quoi. Et donc il arrive très souvent de découvrir l'identité de l'artiste ou le nom du titre bien des semaines, des mois après l'avoir découvert, voire même jamais si on n'a pas la curiosité et le temps d'aller chercher les noms des artistes. Et ça, on a plein d'exemples pour montrer tout ça. Très récemment, par exemple, il y a l'artiste Théodora qui a sorti un son, c'est du bouillon guada. En gros, c'est du bouillon de Dominique. Voilà, exactement. Qui vient des Antilles, d'inspiration dominicaine, parce qu'ils viennent souvent faire, du coup, les artistes dominicains faire des concerts aux Antilles. Et c'est un son qui va vite, à un BPM à 160 et tout. Et donc, il y a un son qui est sorti, qui explose sur TikTok, qui s'appelle Congolese sous BBL. Et le son était partout, vraiment, sur ma For You page. Et sauf que, vous voyez sur la vidéo, là, il y a deux jeunes filles, du coup, qui dansent et qui lip-sync sur la musique. Et je voyais tout le temps la fille qui était à droite, du coup, qui est une influenceuse qui s'appelle Soledad. Et elle a dû faire une explication et faire notamment cette vidéo où elles font un duo ensemble pour pouvoir expliquer, non, c'est Théodora, en fait, c'est sa musique, etc. Tout le monde taguait même Soledad quand il y avait des utilisations de Congolese sous BBL. Mais du coup, Soledad, c'était sa pote? Non, c'est pas sa pote. Elle s'est juste affichée avec l'artiste à un moment. Parce qu'en fait, elle utilisait énormément le son. Elle faisait énormément. Elle a dû un peu recréditer, en fait, montrer l'artiste pour être sûr que derrière le crédit lui revient. Les personnes, en fait, les utilisateurs et les utilisatrices qui voyaient ensuite l'utilisation de son son taguaient non pas du coup Théodora, mais Soledad en fait sur cette histoire. Ouais, ce qui pose d'autres questions dont on va aborder plus tard sur comment les personnes blanches sont quand même plus mises en avant sur TikTok et par les algos que les personnes le racisées, noires et tout. Et enfin, je connaissais pas ce cas, mais ça me semble être un cas assez quand même flagrant de ça. Mais totalement. Et d'ailleurs, ça a été beaucoup évoqué sur les réseaux sociaux et tout, dans un deuxième temps évidemment, parce que au début absolument pas. Et il y a un exemple qui est encore plus parlant certainement, c'est le cas de mon miaou 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 miaou. Voilà, j'étais persuadée que c'était une reprise par IA en fait. Et d'ailleurs, quand on clique sur le son, sur les sons, ça c'est la particularité, on arrive sur des créateurs qui présentent des images d'IA de chatons tristes, voilà, avec l'image qui est diffusée comme ça. Après, ces images-là, elles ont été reprises et en fait, c'était des adultes qui montraient à des enfants ces images avec du son. Et les enfants, ils chialaient et tout. Enfin, ça a été T'as pas vu ça? Non. T'as pas vu passer? Les enfants étaient extrêmement sensibles du coup à ces images d'IA chatons tristes avec cette musique-là, sauf qu'en fait, c'est pas du tout une musique reprise par IA, en fait. C'est pas du tout l'interprète de la chanson, parce qu'il y en a une, c'est une chanteuse allemande du nom de Kirin, que j'ai retrouvée sur Fiverr, vous savez, l'application où on propose ses services en freelance, etc. Et qui avait réinterprété cette chanson en miaulement pour le compte de la chaîne Bongo Cat,
qui est une chaîne vietnamienne de reprise de chansons en miaulement qui a 6 ans et qui, vous connaissez très certainement les images. Du coup, il y a une patte artistique qui est assez connue, un truc très mignon, très kawaii avec des petits chats comme ça. Mais du coup, elle est sur Fiverr parce qu'on s'est payé ses services pour qu'elle fasse cette reprise. Tout à fait. En fait, elle bosse. C'est là-bas qu'en fait, c'est sur Fiverr que la chaîne Bongo Cat a découvert en fait cet artiste-là. Et du coup, c'est limite devenu une de ses spécialités maintenant, le chant en miaulement. Voilà, c'est une petite dinguerie, sauf que ça, du coup, le nom de Kirin, même rien que le nom de Bongo Cat, c'est jamais affiché. Personne ne sait en fait que cette musique vient de cette chaîne YouTube. Là, c'est l'exemple d'un son qui n'est pas protégé par un label et un copyright. Vous avez certainement déjà entendu parler de tous les problèmes qu'il y a eu entre Universal et TikTok en début d'année. Ouais, donc, en gros, Universal avait sévi ses conditions d'utilisation de musique sur TikTok en début d'année au point de retirer carrément tous les sons du label. Donc, sauf que Universal, c'est énormément d'artistes extrêmement connus et dont les sons étaient énormément utilisés sur les plateformes. Donc, les utilisateurs et les utilisatrices avaient trouvé des moyens détournés un peu. Il y en avait qui faisaient des reprises un peu pathétiques, un peu marrantes pour exprimer leur deuil du fait de ne plus pouvoir utiliser ces musiques-là, etc. Bon, cette action, c'était le fait, du fait qu'ils n'avaient pas réussi à trouver un accord, notamment sur la rémunération et sur le copyright, etc. Et finalement, on a vu quelques mois plus tard le retour des musiques des musiques d'Universal sur la plateforme. Mais même ce genre d'arrangement, elles font pas forcément les affaires des labels et des artistes en termes d'engagement. On en parlait tout à l'heure, mais pas seulement, comme l'explique Guillaume Cotet. Alors, c'est vrai qu'il y a des labels, des artistes qui comptent sur TikTok pour l'exposition de leur univers, de leur création, etc. Mais l'enjeu, c'est quand même derrière d'arriver à monétiser cela, donc de faire passer la découverte sur TikTok aux écoutes sur des plateformes d'abonnement payants, si possible. Et ça, c'est pas toujours évident. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire quand TikTok dit oui, mais derrière, vous pouvez capitaliser sur les écoutes qui vont se réaliser sur des plateformes à la demande. C'est en fait pas toujours le cas, c'est même rarement le cas, et a fortiori, puisque sur TikTok, comme parfois ailleurs, on assiste à un déferlement, une prolifération de contenus frauduleux. Donc des gens qui vont en fait prendre des enregistrements existants et qui vont les bidouiller. Alors sur on a tous entendu parler de ça, des versions accélérées qu'on appelle speed up ou parfois ralenties, parfois avec des arrangements un peu différents. Et puis ces versions-là, elles vont se retrouver en concurrence avec les contenus d'origine et ils vont leur faire de l'ombre et ça va détourner de la rémunération, ça va détourner l'image de l'artiste aussi. Il a une image, il a une personnalité créative et elle est protégée par la loi. Donc tout ça, ce sont des pratiques sur lesquelles TikTok, contre lesquelles TikTok ne lutte pas vraiment. Donc les musiques speed up, donc c'est une musique accélérée, enfin on prend une musique, on l'accélère quoi. C'est un vrai sujet aujourd'hui sur TikTok, donc pour des raisons de concurrence avec la musique originelle, mais aussi si on s'interroge un peu sur les intentions de l'artiste, de l'auteur et de l'autrice de la chanson. Alors moi je suis tout à fait pour que tout le monde se réapproprie les musiques, il n'y a pas de problème, moi les remixes, et j'adore ça, voilà. Sauf que ça arrive parfois même dans les concerts en fait. Il y a le fait que parfois si une de vos chansons a été virale, les spectateurs et les spectatrices vont en connaître seulement 20 secondes, donc vont chanter ces 20 secondes et après vous allez vous sentir un peu bien seul devant une foule qui ne connaît pas vos chansons et qui ne vous connaît pas parfois en tant qu'artiste. Mais il y a aussi l'effet de ce fameux speed up. Il y a un artiste qui est passablement énervé de cette tendance et qui le fait savoir. C'est le chanteur américain Steve Lacy qu'on peut voir un peu frustré lors de ses concerts. Something bad is about to happen to me. I don't know, but I feel it coming. Might be something I need, but I just hey, don't you get me out there. Il est revenu après, évidemment il est revenu, mais il a aussi ce truc souvent en fait de couper à la fin des moments qui ont été viraux sur TikTok et de laisser les gens chanter après derrière en mode est-ce que vous avez révisé les paroles ou est-ce que vous êtes des fake fans, quoi. Mais en plus Steve Lacy c'est un exemple dont on a parlé ensemble, Roda, quand on a préparé l'émission parce qu'il est TikTok lui a pas donné que des bonnes choses. Non, pas du tout, parce que je pense que ce qui est intéressant avec Steve Lacy c'est pas un artiste populaire, c'est un artiste qui vient quand même d'une niche du R&B des années 2010, plutôt R&B indé, et qui est dans ce groupe-là de Internet,
et je pense qu'il commence en 2015, un truc comme ça, et donc du coup pas forcément hyper connu, et qui a donc son titre Bad Habits qui explose. Et le problème, c'est qu'il y a juste quelques secondes de Bad Habits, donc le refrain en général, Alors que c'est une super chanson. Ouais, une super chanson, et l'album est super aussi, et Steve Lacy, c'est un super artiste, sauf qu'il se retrouve en concert avec des personnes qui sont entrées dans sa musique via le refrain de Bad Habits, mais même pas les couplets ou quoi que ce soit d'autre. Donc il se retrouve souvent frustré, en tout cas à l'époque, quand il se retrouve en concert, il était un peu frustré. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre à ces versions speed-up et à tous ces problèmes autour de l'utilisation des 20 secondes sur TikTok? J'ai posé la question à Guillaume Cotet. Pardon. Nous, on a eu des exemples comme ça. Je ne vais pas forcément citer d'artistes, mais par exemple, on voyait un vieux tube en plus, quelque chose qui date d'il y a 20 ans, et puis quelqu'un le prenait cette version-là, l'accélérait, rebidouillait, rajoutait une voix par exemple, chose comme ça, et puis allait le publier sur une plateforme, une vraie plateforme, Pure Player, en utilisant en changeant juste un nom. Une lettre dans le nom. Et donc les gens n'y voyaient pas forcément la différence, ils allaient dessus. Ils disaient, tiens, je me rappelais pas que ça sonnait comme ça. Donc, mais bon, c'est sympa. Et puis ils écoutent. Et puis plus il y a d'écoute, plus au bout d'un moment, les chiffres, le nombre de streams commence à augmenter. Donc la visibilité de la copie bidouillée finalement est plus forte que celle du titre d'origine. Ça se retrouve dans des playlists, etc. Parce que c'est identifié comme étant une nouveauté. Et de fait, là, on est face après à une prolifération sur le tube auquel je pense. Il y a eu au bout de 2 semaines, il y avait une 50aine de versions piratées. Et ça, c'est assez terrible. Après, je pense que du côté des plateformes, il y a une volonté, après parfois plus chez certaines que d'autres, mais tout de même, on assiste à une volonté aujourd'hui de remédier à cette fraude. Si on ne veut pas se retrouver encore dans une espèce de Far West, il faut que tout le monde coopère pour que les choses aillent dans ce sens. Nous, on fait beaucoup de pédagogie en interne auprès de nos adhérents sur l'effet extreme, sur la fraude, etc. Mais c'est vrai que voilà, on est aujourd'hui un petit peu dépassé par l'ampleur de ce phénomène, et à tel point que la plupart des labels font réenregistrer par leur artiste ou repassent en studio pour sortir des versions speed-up officielles de leur tube. Donc, en fait, mais ils n'ont pas le choix parce que c'est une manière de prendre de court les pirates en se disant bon bah si les gens veulent du speed-up, on va donner une version speed-up et au moins l'artiste en question continuera d'être rémunéré sur la base de l'œuvre qui est la sienne, de l'enregistrement qui est le sien. Mais si on fait pas ça, dans ces cas-là, effectivement, on peut se retrouver avec des versions bidouillées dans tous les sens. Sur TikTok, ça prolifère, etc. Donc, TikTok a énormément d'efforts à faire pour comme YouTube l'a fait à une époque. Alors, je vais me la jouer, super vieux jeu, mais le speed-up, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en fait, c'est une pratique qui a toujours existé en ligne, qui était juste beaucoup plus niche avant. On appelait ça du nightcore. Moi, j'ai passé mon adolescence à en écouter l'espèce de remix pourrave avec souvent des illustrations d'animés un peu pourrave aussi. Et ça, en fait, je pense que la différence avec le speed-up d'aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, en gros, t'avais envie d'écouter du nightcore, tu tapais ta chanson préférée nightcore et t'avais ta version nightcore et c'était cool, mais tu pouvais aussi apprécier la chanson par ailleurs. C'est juste que t'avais ta version un peu clubbing qui te faisait plaisir, quoi. Là, je trouve que la différence avec le speed-up, c'est que d'un coup, c'est devenu un peu la grille d'écoute de base. Sur TikTok, moi, ça m'a beaucoup frappé. Moi qui ai l'habitude avec mon oreille du nightcore, sur TikTok, ça va à fond les ballons tout le temps. Et, il y a eu des versions aussi ralenties. Oui, avec les reverbs, les trucs comme ça. Les slowed and reverb à un moment sur YouTube, et je pense que c'était pendant le confinement, d'ailleurs, c'était en 2020 qu'il y a eu cette tendance. Je pense que c'est lié au confinement. Il s'est passé quelque chose où, donc sur YouTube, il y a toute cette tendance où il y a je pense que c'est des personnes qui ont créé des comptes dédiés à des versions slowed and reverb. Donc, c'est des versions ralenties avec juste du reverb, voilà. Et avec surtout aussi des animations. En boucle pour accompagner ces versions-là. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'on passe au final, et ça c'est peut-être juste une analyse qu'il faudrait avoir plus générale de où on se situe en tant que société et pourquoi à un moment donné on est intéressé par des versions slowed et là tout de suite on est plutôt sur des versions qui sont
accéléré. Et moi, c'était intéressant de voir que il y a eu un switch quelque part à un moment en 2022 ou 2023 où là, on est revenu à des versions beaucoup plus rapides, quoi. J'avais écrit un article sur le speed up pour Le Monde il y a quelques années et Je l'ai lu. quand ça commençait tu l'as aimé? Oui. Et j'avais interviewé pour cet article une chercheuse en musicologie qui avait fait du coup un truc sur le nightcore et qui s'interrogeait un peu sur pourquoi le nightcore. Et moi, elle me disait, à la fois le nightcore et peut-être même le speed up aujourd'hui, pour moi, pour elle, ça s'inscrivait dans les théories accélérationnistes. Il y avait ce côté de foutu pour foutu, on accélère, quoi. Donc bon, c'est tout un autre sujet, mais moi, c'est un sujet qui me passionne. C'est sûr. Et pour revenir du coup sur le sujet des concerts, vous vous rappelez, parce que maintenant vous l'avez absolument en tête, de la reprise en miaulement de Billie Eilish, et ça donne ça en concert en fait maintenant. Avec le son. Alors, elle l'a jamais reprise elle-même. Il y a d'autres artistes qui l'ont repris après en miaulement, mais elle s'y refuse pour le moment. Mais ce qui est triste, c'est que c'est une chanson vraiment triste quand tu regardes les paroles, quoi. Ouais, il y a un côté un peu risible avec les miaulements. Là, c'est l'audience qui fait mia mia. Oui, tout à fait. Ouais. Oh, wow. Pendant que elle chante sa chanson qui, tu vois, What Was I Made For, c'est vraiment une chanson qui parle un peu de crise existentielle, de pourquoi je suis venue au monde. Enfin, il y a un décalage un peu bizarre, quoi. Alors, la question, c'est est-ce qu'on peut en vouloir en fait aux utilisateurs et aux utilisatrices finalement de TikTok? Pour moi, pas vraiment en fait. Cette version de la musique commerciale, ce sont les algorithmes des plateformes de streaming qui l'ont mis en place et c'est TikTok qui en propose une version juste un peu plus extrême, un peu plus aboutie d'une certaine manière, un peu plus jusqu'au boutiste, en rémunérant encore moins bien les artistes et en les mettant très peu en avant. Voilà, je voulais juste finir ma chronique. C'était une chronique qui était très longue, mais on a abordé très peu de choses finalement. On a abordé tout ça. Donc, je voulais juste finir ma chronique avec quelques recommandations de lecture en vous conseillant notamment le travail de journaliste Dane Waitley sur Business Insider, parce que là, je vous ai montré un article, mais en fait, lui, il est assez spécialisé là-dessus. Il revient assez fréquemment sur les liens entre l'industrie musicale et TikTok et les plateformes de streaming, etc. Je voulais également vous parler d'un article publié sur Vox en évoquant l'année dernière, donc en évoquant les concerts, qui raconte comment TikTok a transformé l'expérience des concerts, mais cette fois du côt des spectateurs. C'est-à-dire que maintenant, on va par exemple avoir des dress codes pour les concerts, on va faire des live streams, etc. Et on va même essayer de pas trop être sur les réseaux sociaux pour pas se spoiler des concerts, en fait. Donc, il y a tout un côté qui a été bouleversé et que Vox, du coup, et Aja Romano le racontent très bien dans cet article, je vous le conseille. Et en dernière petite recommandation, ça, c'est un papier scientifique qui s'éloigne un peu de notre sujet, mais qui j'ai trouvé hyper intéressant et qui s'appelle « Valeur de la musique sur TikTok et nouvelles pratiques musicales » par l'étudiant-chercheur à l'ESS Yuan Rabea Rivello et l'anthropologue Marc Chemillier, qui s'intéresse en particulier à la pratique de l'impro sur TikTok et ce que ça a pu changer pour les musiciens, notamment par la pratique du duo. Vous savez, cette fonctionnalité sur TikTok où vous pouvez répondre en fait à une vidéo Donc voilà. Donc c'est un sujet extrêmement vaste. C'est un sujet extrêmement qui brasse énormément de problématiques du web et de la culture sur le web aujourd'hui, et ça tombe bien parce qu'on va continuer d'en parler dans le mode lent. Merci beaucoup, Héloïse. Tu peux reprendre ta respiration. C'est bon, c'est fait. J'ai plus d'eau. Comment je vais faire? Tu peux piquer la mienne si tu veux, mais je te préviens, je suis malade. Merci beaucoup. Il est temps d'activer le mode lent. Donc, le mode lent, c'est notre rubrique où on essaye de prendre notre temps, prendre un peu de hauteur sur le sujet qu'on vient d'aborder dans la capture d'écran. Et en l'occurrence, quand on a préparé cette émission avec Héloïse, on s'est dit, OK, parler de TikTok, c'est intéressant, mais en vérité, comme tu l'as dit en ta conclusion, ça s'intègre en fait dans un débat beaucoup plus large qui est qu'est-ce qu'Internet a fait à la musique, qui est une question qu'on se pose depuis grosso merdo une vingtaine d'années. Et du coup, voilà, est-ce que la musique c'était mieux sans Internet, ou est-ce que Internet a simplement accéléré des phénomènes et des inégalités déjà présentes dans l'industrie musicale? On avait envie d'en parler avec toi, Roda, voilà, parce que je le rappelle, t'es critique musicale, passionnée de musique en général, et ça nous paraissait aussi l'occasion de parler de ton livre. Voilà, donc je le rappelle, tu es l'autrice de Sensible, une histoire du R&B français. Je le montre ici, mais il doit y avoir aussi une illustration quelque part dans nos illustrations. Voilà. Donc, avant de rentrer dans la question, le vif du sujet qui est Internet, moi j'aimerais juste commencer par
peut-être définir notre sujet, enfin définir ton sujet en l'occurrence. Qu'est-ce que c'est le R&B et pourquoi tu jugeais nécessaire d'y consacrer un livre? C'est une vaste question. Le R&B, ou plutôt on peut dire le rhythm and blues, c'est un genre musical qui naît aux États-Unis dans les années 40. Donc dans les années 40, c'est plutôt une fusion du swing, des grands ensembles musicaux, du gospel et du blues. Donc et surtout qui émerge dans les années 40 aussi avec l'introduction de la guitare et la guitare basse électrique. Ce qu'on connaît comme étant le rock and roll, c'est en fait en réalité du rhythm and blues qui a été juste rebrandé plus tard. Et donc le rhythm and blues commence comme ce genre musical. En même temps, dans les années 40, il est repris par le magazine Billboard aux États-Unis, donc magazine assez important dans l'industrie musicale qui fait donc les classements de vente de disques, et ils reprennent ce terme pour décrire une catégorie de musique qui était race music, complètement raciste, pour dire voilà la musique faite par des noirs. Et donc on reprend le terme rhythm and blues parce qu'il est plus correct, politiquement correct, mais aussi il finit par englober plusieurs styles de musique qui sont juste faits par des personnes noires à cette époque-là aux États-Unis. Et donc le rhythm and blues avec les années évolue avec aussi l'évolution des musiques noires aux États-Unis, donc avec l'introduction de la soul, avec l'introduction du disco, du funk, du hip-hop ensuite, parce qu'aujourd'hui maintenant la version qu'on connaît du rhythm blues qui est devenu R&B, surtout dans les années 80, c'est une version qui prend aussi des éléments du funk et du rap de la fin des années 70, des années 80, et qui aujourd'hui devient cette version contemporaine, on va dire, du rhythm and blues des années 40. Donc il n'y a pas de... parce qu'on a tendance à dire, oui, il y a eu le rhythm and blues qui est le R&B aujourd'hui, n'a rien à voir. En fait, si, il y a toujours des liens. C'est juste des évolutions aussi qui arrivent avec les fusions avec les autres musiques noires, et aussi les évolutions technologiques. Et pourquoi je voulais en parler en France, parce que je pense qu'il y a aussi une histoire, je ne pense pas, c'est le cas, il y a une histoire qui est spécifique à la France, qui commence plutôt à la fin des années 80, qui est aussi liée à l'histoire de l'évolution du rhythm and blues et des styles de rhythm and blues des États-Unis, notamment le New Jack Swing à la fin des années 80. Et donc en France, en réalité, le R&B est très lié au rap dès ses débuts. Et c'est pour ça, en fait, que aussi la question de l'absence de documentation se pose quand on connaît le nombre de livres aujourd'hui, d'émissions qu'il y a autour du rap. Et le R&B a toujours été très, très lié au rap, mais pas avec la même attention, on va dire. Donc, c'était important d'écrire ce livre pour cette raison-là, spécifiquement. Aussi, pour montrer qu'en France, le R&B a une histoire qu'on fiche souvent dans les années 2000 parce que c'est un moment où il devient beaucoup plus populaire, où on arrive à identifier les artistes, mais en réalité qui commence dans les années 90, qu'il y a des évolutions qui sont très spécifiques à ce territoire et aux personnes qui le faisaient, à leur influence et leur culture, et aussi comprendre pourquoi cette musique au final en France aussi n'a pas été très considérée, ou considérée comme étant pas assez qualitative et souffrant aussi principalement de classisme, sexisme, racisme, etc. Donc il y a énormément de sujets, je pense, qu'on peut aborder en regardant le cas spécifique du R&B en France. Complètement. Et alors moi, ton livre, je l'ai lu du coup pour préparer l'émission. Je le dis, je l'assume, je suis une néophyte totale en termes de R&B. J'ai appris plein de choses, je l'ai trouvé très accessible, donc vraiment je vous le recommande. Ce qui était marrant aussi, c'est que j'ai lu ton livre après avoir regardé le documentaire sur Arte sur DJ Mehdi. Oui. Et j'ai trouvé ça assez marrant de le lire après parce que t'as donc DJ Mehdi, je le rappelle assez rapidement, qui est voilà un DJ français qui a beaucoup marqué l'histoire du rap français, l'histoire de l'électro française, et donc toute la partie sur le rap du documentaire raconte comment le rap était méprisé, mais que t'as des groupes comme 113 qui ont émergé, et en fait tu retrouves une partie de ces protagonistes dans ton bouquin, mais pas forcément dans les bons rôles, dans le sens où ils méprisent pas mal, notamment les femmes de ton livre, donc c'est vachement intéressant de voir cette autre versant de l'histoire de la musique française. Ouais, de la musique française, ouais. Et je pense que oui, la relation avec le rap, elle est très centrale. On comprend pourquoi aussi les collaborations entre le R&B et le hip-hop ont été importantes dans les années 90, surtout pour les rappeurs, mais qu'ensuite, en réalité, les artistes R&B qui collaboraient avec les rappeurs n'ont pas eu les mêmes carrières, pour des raisons qu'on peut aborder pendant très longtemps. Mais oui, le lien avec le rap, il est essentiel, il est central, et on comprend aussi pourquoi, au final, cette musique a eu le destin qu'elle a eu, parce qu'elle était liée au rap. Ouais. Au rap. Alors, nous, la raison pour laquelle on voulait te faire parler aussi d'Internet, c'est que
on apprend en fait dans ton bouquin que notamment en France, le R&B s'est développé globalement dans les années 90, début des années 90, début des années 2000, à un moment où le web grand public se développe aussi. Donc il y a eu cette explosion parallèle, simultanée. Est-ce qu'Internet a joué un rôle pour les artistes de R&B en France? Je dirais spécifiquement dans les années 2000, dans les années 90, non. Parce que les canaux de diffusion, c'était plutôt la télé, la radio. Il fallait passer à la télévision, il fallait faire son clip, il fallait passer sur M6, il fallait être visible à la télévision et aussi à la radio. Alors que dans les années 2000, on commence à avoir aussi l'introduction de YouTube qui devient plus populaire, et en même temps aussi toute la question, on a discuté en off, la question des skyblogs, que je remercie d'ailleurs dans mon livre, parce que j'ai passé beaucoup de temps à lire des skyblogs, parce que c'est aussi sur les skyblogs qu'il y avait ce début de stan culture, où les fans, qui étaient souvent des fans quand même adolescents, créaient des skyblogs dédiés à des artistes. Et bon, on oublie aussi, mais Skyblog, en réalité, c'est lié à Skyrock, qui est la radio. Donc, c'est aussi peut-être naturel que des personnes arrivent sur Skyblog pour parler de musique spécifiquement. Et aujourd'hui, on peut toujours retrouver des skyblogs qui sont spécifiquement dédiés à des artistes de R&B, quoi. Ouais, faut pas oublier le rôle d'Internet comme une archive populaire aussi. Exactement, oui. Parce que là, on a beaucoup parlé d'Internet, en tout cas des plateformes, parce qu'il faut distinguer aussi le principe du web et ce que font les plateformes avec la musique, et ce que nous, citoyens, enfin personnes sur Internet, pouvons en faire vis-à-vis de la musique, quoi. Je trouve que le R&B, c'est un bon exemple de comment Internet, le web a permis à des artistes plutôt indés à trouver leur public. Alors notamment, donc effectivement, tu parles d'Internet plutôt vers la fin de ton bouquin, et tu cites notamment ce que je qualifierais peut-être à tort des héritiers du R&B des années 90-2000. Voilà, je pense à une artiste comme Aya Nakamura, par exemple, qui en fait trouve son public grâce à YouTube. Grâce à YouTube, ouais. Aya Nakamura, après, ce qui est toujours, c'est un grand débat dans la communauté R&B. On dit que Aya Nakamura ne fait pas du R&B, mais je persiste et je signe, il y a du R&B dans la musique de Aya Nakamura, et c'est une artiste, par exemple, qui a repris Factor X, par exemple, dans ses titres. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Pom Pom Pom, un titre plutôt populaire dans les années 2000 aussi, qui reprend Corneille. Donc, on est quand même sur des codes, en fait, qui sont des codes du R&B des années 2000. Et Aya Nakamura, quand elle émerge, donc au milieu des années 2010, c'est assez intéressant de voir que même son profil, et ça, on peut passer du temps à en parler, c'est pas un profil qui est populaire dans les artistes qu'on met en avant dans le R&B ou même dans la musique populaire en France de l'époque. Et elle bénéficie aussi de cette visibilité parce qu'elle se sert d'Internet. Elle n'a pas besoin de passer par des canaux traditionnels, des maisons de disques qui vont lui dire « Non, mais en fait, t'es trop noire, t'es trop grande, t'es trop de banlieue, tu parles pas assez bien le français que nous, on aime. » Et donc, elle bénéficie justement d'Internet aussi en ayant cet accès à un public qui est beaucoup plus large sans avoir à dealer avec des maisons de disques. Ouais, dans ton bouquin, t'écris « L'assimilation à tout prix n'est plus la seule option ». Non, mais l'assimilation à tout prix, je pense que c'est aussi pour faire référence à ce qui s'est passé dans le R&B dans les années 2000, où on a une version un peu diluée qui commence à fusionner avec la variété française, avec les codes de la variété française, avec la façon de produire aussi la variété française. Et donc, on dit aux artistes que pour être visible, pour avoir un succès commercial, il faut faire ce type de R&B assez spécifique et dilué. Et donc, Aya Nakamura, quand elle arrive, ou même d'autres artistes, même Taiki, qui arrive au milieu des années 2010, ils arrivent par Internet et ils touchent un public qui, lui, est friand de entre guillemets R&B sans avoir à passer par des fusions qui sont des fusions où on dilue un peu l'essence de la musique. Donc oui, l'assimilation à tout prix n'est plus la seule option parce qu'on n'a plus besoin de passer par 15 000 meetings avec des personnes ou des DA qui diront non mais en fait c'est plutôt ce type de musique qu'il faut faire, quoi. Donc merci Internet, mais pas tellement aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui c'est un peu plus compliqué. Bah ça dépend, je pense que il y a plusieurs réponses. On peut toujours dire que grâce à Internet, comme tu le disais un peu plus tôt, les artistes indépendants peuvent avoir accès à un public. Je veux dire, il y a plein de plateformes. Enfin, on parle beaucoup de TikTok, mais on oublie complètement, tu en as parlé, MySpace dans les années 2000, et puis après SoundCloud, toute la période SoundCloud. Aujourd'hui, sur TikTok, il y a toute cette tendance des remixes, mais en fait, SoundCloud, c'est cette plateforme-là qui vient aussi mettre des remixes un peu au devant de la scène de cette façon-là. Donc je pense que la réponse, c'est pas blanc ou noir, en fait. C'est pas, oui, Internet a ruiné la musique, ça dépend de quel type de musicien, quel type de musique, et puis surtout l'accès. Est-ce que c'est des artistes indépendants, des artistes passent par les maisons de disques, et on en a parlé aussi un peu en off, la question de la rémunération aussi. On
on peut remonter aux années 60-50. Ce n'est pas un problème qui arrive avec TikTok, c'est un problème qui arrive avec la structure de l'industrie de la musique et comment les artistes sont juste exploités. Oui, c'est un peu le même d'un mec déguisé en banane qui dit on se demande qui a fait ça. Un peu l'industrie musicale, quoi. Ouais. Et tu mets le doigt là sur un truc que je trouve intéressant, c'est que tu dis ça dépend de quel type d'artistes sont mis en avant et de quel type de musique sont mis en avant. Hello, tu me soulignais en commençant l'émission un truc vraiment intéressant, c'est que TikTok, c'est quand même le royaume de la pop, globalement. Largement, ouais. On a un type de musique qui est très, très... Et d'ailleurs, quand c'est d'autres types de musique, souvent, c'est dilué justement avec un peu de pop, etc. Parce que ça répond aussi aux origines de TikTok, qui est construit autour des chorégraphies, etc. Et tu peux faire des mouvements hyper simples et hyper faciles. Tu as une rythmique qui est quand même assez tranquille sur la pop. Donc, ça permet, en fait, tout simplement de répondre à tous les codes de TikTok pour fonctionner beaucoup plus facilement. Donc la pop, reine de TikTok, 100%. Même s'il y a aussi des contre-exemples, tu citais November Ultra par exemple, qui elle pour le coup fait plutôt... Est-ce qu'on peut la qualifier de folk, sa musique? Enfin, en tout cas, une musique qui est plus tranquille. En tout cas, on n'est pas du tout sur la musique dans laquelle tu vas faire une choré super. Mais je pense que les exemples, de toute façon, les contre-exemples, il y en a beaucoup. Une nouvelle fois, je pense que l'expérience qu'on a, on a toutes des expériences complètement différentes sur TikTok. Moi, mon expérience sur TikTok, je n'ai pas de pop, par exemple. On est en silo. Voilà, j'ai pas de pop, j'ai de la soul, j'ai du R&B, j'ai des musiques que j'écoute. J'ai des musiques aussi qui sont dans une certaine mesure populaire. Donc je pense qu'une nouvelle fois, ça dépend de l'utilisation qu'on en fait, ça dépend du type d'artiste. Un peu plus tôt, on parlait de Kate Bush. Kate Bush, c'est pas réellement de la pop en réalité. Donc l'avantage aussi d'une plateforme comme TikTok, c'est de ramener des artistes qui avaient peut-être pas je vais pas dire Kate Bush n'avait pas de visibilité, ça n'a aucun sens. Elle avait effectivement des années 80, mais c'est pour dire en gros que des artistes qui n'ont pas cette sorte de machine derrière eux peuvent aussi aujourd'hui prétendre à une certaine visibilité grâce à une personne random qui a décidé d'utiliser leur titre sur leur vidéo de TikTok. Ouais, c'est ça, c'est le côté hasard qui est aussi très imprévisible et très angoissant aussi, j'imagine. Hasard ou partenariat commercial aussi, ça arrive. Oui. C'est toujours difficile à savoir si ça vient d'un partenariat commercial et tout, mais ça fait partie aussi des stratégies actuellement des labels de proposer du coup contre de l'argent, contre des avantages ou quoi que ce soit, de créer une chorégraphie autour d'une musique pour la faire démarrer. Complètement. Puis bon, faut le rappeler, ça on le dit souvent dans Internet Exploreuse, mais quand on parle des plateformes en ligne et de leur logique commerciale, etc., faut toujours rappeler que elles aggravent souvent des choses qui existent déjà en fait dans la vie physique et dans la vie non numérisée. Notamment, par exemple, c'est un sujet qu'on a déjà abordé assez rapidement, mais je pense qu'il faut revenir dessus, c'est les inégalités raciales. TikTok notamment est une plateforme où il y a souvent ces discussions de notamment les communautés afro-américaines sont très très influentes en fait sur la plateforme, mais complètement invisibilisées. Notamment, il y a eu le mouvement de la Black TikTok Strike, c'était en 2021 si je me trompe pas. Je rappelle assez rapidement le contexte pour les gens qui l'auraient pas suivi. En gros, Megan Thee Stallion, donc rappeuse et chanteuse, sort une chanson qui s'appelle Thought Shit, et en gros des utilisatrices afro-américaines de TikTok déclarent qu'elles vont faire la grève et qu'elles n'inventeront pas de chorégraphie pour cette chanson. Alors ça paraît un peu bizarre dit comme ça, mais en fait ça partait d'un vrai constat qui était que comme tu l'as dit, les chansons sur TikTok se sont souvent popularisées grâce à des chorés, des trucs comme ça, et qu'en fait très souvent ces chorés sont faites par des gens on sait pas du tout qui c'est, et souvent en fait c'était des gamines afro-américaines qui n'étaient pas relayées par les algos, et à la place on voyait Charli D'Amelio, enfin toutes ces nanas influenceuses, et donc et c'est marrant parce que ces expériences là du coup elles ont instillé chez les utilisateurs et les utilisatrices le fait qu'il faut mentionner, il faut créditer en fait pas forcément les sons, mais du coup les personnes qui ont créé la choré en fait directement. Donc souvent vous allez voir d'ici directeur chorégraphie et le hâte de la personne. Donc ça c'est marrant qu'il y ait eu cette notion quand même de il faut sourcer. Mais pour rectifier un peu le tir. Mais là ça me fait penser à je pense qu'au début, je sais pas si c'était au début de l'année ou à la fin de l'année dernière, il y avait une tendance justement une danse créée c'était un remix de Liberian Girl de Michael Jackson avec un artiste jamaïcain de dancehall.
Et donc, il y avait une chorégraphie. Et à chaque fois que la chorégraphie était reprise, la personne qui a créé la chorégraphie était toujours mentionnée, en gros, dans la caption, quoi. Donc, dans la légende. Donc, c'est vrai que Ça a aujourd'hui, créé on une nouvelle, rectifie, en fait, on fait activement la rectification des algorithmes, en gros, qui vont toujours pousser certains types de corps ou de peau, des personnes blanches plutôt que des personnes noires, etc. Et d'ailleurs, pour la chorégraphie d'Apple, bon là c'est plus sur les crédits, hein, mais elle a fini par faire elle a refait la chorégraphie, du coup, la créatrice, je sais plus comment elle s'appelle, je suis désolée, Madame Heyer, j'ai plus le prénom, on va l'appeler comme ça. Et elle avait une longue description derrière pour dire c'est bon, en fait, arrêtez de me créditer parce que je suis taguée partout. La chorégraphie, elle Les gens fonctionnait savent trop. qui je suis. Ouais, c'était un peu ça, surtout que bon, on n'en a pas parlé, mais elle a été invitée à des énormes concerts du coup après de Charli XCX. Où elle a reproduit la choré et c'était diffusé en grand. C'était vraiment l'attraction du coup de ce morceau d'Apple qui est devenu l'outil pour faire la communication et la pub du coup de la chanson. C'est devenu l'attraction en elle-même et ça, je trouve ça intéressant. Sur les côtés positifs, peut-être, de ce qu'Internet aurait pu apporter à la musique, un sujet qui est souvent abordé, c'est celui de la découverte. En tout cas, ça nous aurait permis d'élargir nos horizons musicaux. Alors, le sujet ne se pose pas de la même manière pour un Bandcamp que pour un Spotify, par exemple. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Rodin ? Je pense que pour les points positifs, on parlait aussi d'accessibilité. Bon, après, bien évidemment, on peut passer du temps à parler du téléchargement illégal, parce que aussi l'accessibilité a été aussi très liée au téléchargement illégal. Mais aujourd'hui, avec les plateformes justement de streaming, et c'est un peu comme ça qu'elles vendent qu'elles se vendent, elles disent voilà, aujourd'hui vous payez une telle somme et vous avez accès à énormément de titres, comme c'est plus comme à l'époque où on avait un iTunes. Je dis à l'époque, c'est pas à l'époque, c'était il y a 15 ans, 16 ans, on avait un iTunes et on avait un peu tous les albums qu'on possédait, c'est ce qu'on pouvait écouter. Aujourd'hui, on peut écouter tout ce qu'on veut, mais on ne possède rien. Mais on ne possède rien, exactement. Et aussi, je pense qu'on est aussi trompé par les algorithmes. Donc, on a l'impression qu'on a accès à plein de choses, mais au final, on écoute toujours la même chose. Et les algorithmes sont faits pour nous faire écouter les mêmes choses. Donc, on en parlait un peu, on en parlait en off, mais il y a la question de est-ce qu'aujourd'hui, on découvre réellement ? Ou est-ce qu'on est juste remis déjà dans le style de musique qu'on écoute ? Donc, il faut avoir une sorte d'utilisation très consciente, intentionnelle des plateformes de streaming où il faut aller suivre, par exemple, des curateurs qui ne sont pas des curateurs Spotify, mais des curateurs, par exemple, de médias indépendants, de musique. Moi j'en suis, par exemple, des curateurs de musique, de médias anglais, par exemple, où je sais qu'en allant sur leur playlist, je découvre de nouveaux artistes. C'est pas ce que j'écoute du tout, mais je découvre. Donc, je pense qu'il y a une sorte d'illusion d'abondance, mais en réalité, les algorithmes nous disent finalement, non, mais ce qu'on veut vous donner, c'est ce que vous aimez déjà. Ouais. Mais on en discutait justement avant, on s'est dit beaucoup de choses avant l'émission, après ça c'est juste un ressenti et si vous avez le même, n'hésitez pas à le dire, ou si vous n'êtes pas d'accord d'ailleurs, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, mais qu'il y a quelques années, une dizaine d'années, les plateformes de streaming avaient tendance à plus nous recommander des musiques différentes quand vous lanciez les playlists aléatoires, etc. Après, moi, j'ai changé de plateforme, donc c'est vrai que je me demande si c'est pas juste le changement de plateforme. Mais toi, Roda, tu me disais que tu avais à peu près le même ressenti. Oui, complètement. Moi, j'étais sur Deezer à la fin des années 2010. Je suis arrivée sur Spotify, je pense, en 2012. J'ai utilisé aussi la plateforme Pandora, qui est pas vraiment... c'était plutôt une radio, c'est Radio Pandora. Donc, je tapais un artiste et ensuite, j'avais plein d'artistes qui ressemblaient à l'artiste. Et je me demande juste si justement cette évolution vers on écoute un peu les mêmes choses, c'est pas aussi les évolutions des plateformes qui sont devenues des sortes de structures aussi où elles veulent être inclus dans le processus créatif des artistes, où il faut pouvoir aller contacter des plateformes en disant est-ce que vous pouvez mettre mon titre dans telle playlist. Donc est-ce qu'avant il n'y avait pas forcément donc il fallait juste faire découvrir de la musique. Maintenant, à partir du moment où on s'insère dans le circuit, il faut pouvoir aussi à un moment donné avoir une sorte d'influence dans la manière dont les gens écoutent la musique sur ces plateformes-là. Et je pense que c'est aussi très lié à ça. Au-delà aussi des algorithmes qui, au final, nous disent toujours « Allez écouter tel titre ». Mais est-ce qu'on écoute toujours les mêmes titres ? Parce que la maison de disques est déjà en contact avec Spotify et certains curateurs. Donc, il faut pouvoir à chaque fois revenir au titre promu déjà dans plein de playlists. Ou est-ce qu'on nous donne la possibilité juste d'écouter des artistes indés qui ont 500 écoutes ?
Complètement. Moi, d'ailleurs, c'est un truc que j'ai redécouvert, c'est que j'ai redécouvert le plaisir des web radios, qui était une pratique que j'avais au début des années 2000, que j'ai complètement abandonné après parce que, comme tout le monde, j'ai ouvert un compte Deezer, Spotify, etc. Et là, ces derniers temps, j'écoute beaucoup une web radio anglaise qui s'appelle NTS, qui est un projet complètement gratuit. Hein, si je vous le recommande d'ailleurs, vous tapez NTS sur Internet. Vous pouvez, moi par exemple, je leur donne de l'argent tous les mois. Et c'est que des DJ, des émissions et des DJ. Et c'est trop bien parce que du coup, on retrouve ce côté curation que j'avais complètement perdu. Alors oui, j'écoutais les playlists de mes potes et c'était super. Mais là, j'ai accès à une telle diversité de musique. Je me mets à écouter des trucs que j'aurais jamais écoutés. Et c'est assez chouette. Alors du coup, ça implique que parfois j'écoute des trucs que j'aime pas. Oui. Mais c'est pas mal en fait. Je crois que j'ai besoin d'écouter des trucs que j'aime pas pour réapprécier aussi les choses que j'aime, quoi. Le dernier sujet que je voulais aborder, on en a beaucoup parlé dans ta chronique et je pense que c'est un sujet qui est ultra important quand on parle d'Internet, c'est la culture du remix. Ouais. Ça, c'est un truc qu'Internet a... Alors, Internet n'a pas inventé la pratique du remix, mais l'a grandement facilité, à la fois dans les outils pour remixer, mais aussi dans les outils dans les outils de partage. Et en fait, la question du remix, elle pose une autre question, c'est la question du droit d'auteur. C'est qu'en fait, le remix, il est pas si facile à faire de nos jours. Mais ça se recoupe avec l'utilisation des samples aussi, qui a pas mal été... Ouais. Du coup ça a beaucoup évolué depuis quelques temps, mais je pense que tu saurais mieux en parler que moi. Il y a toujours eu tu parlais de remix, il y a toujours des remix des remix, je sais pas si on appelait ça remix ou à une époque il y avait des covers, donc on réutilise entre guillemets l'instrumental de la musique et après on pose d'autres vocals sur l'instrumental. Après effectivement les remixes ont été popularisés, je pense surtout avec la house, je pense. C'est plutôt la house en fait de Chicago dans les années fin des années 70, début des années 80. Mais pour les samples, je pense que par exemple moi après c'est plutôt les styles de musique qui m'intéressent, par exemple le hip-hop et le R&B. Dans le hip-hop, ça a été un vrai problème au début. Parce qu'on savait pas trop, on disait voilà c'est juste des artistes qui viennent poser sur de la musique qui existe déjà, c'est pas de la vraie musique, etc. Et puis surtout comment on fait pour payer les artistes qui ont produit. Il y avait un grille juridique aussi autour de tout ça. Il y avait tout ça et même aussi sur les, parce que pour le hip-hop au début c'était vraiment les breakbeats. Les breakbeats c'était des on appelle ça, c'était du funk en fait, c'était des instrumentales entre guillemets de funk, de titres de funk qui étaient repris par des artistes pour poser dessus. C'est pour ça qu'on dit que le hip-hop sans le funk n'existe pas. Mais en même temps, il faut aussi pouvoir trouver des moyens à chaque fois de rémunérer déjà les créateurs, les compositeurs, mais en même temps que les rappeurs s'y retrouvent, parce que bon, on pose sur un breakbeat, mais en même temps, on crée une nouvelle composition. Donc comment on fait pour à chaque fois être sûr qu'on s'y retrouve? Je sais pas si je réponds à ta question ou pas du tout, mais en même temps, je pense en parallèle. Mais là, je sais que, par exemple, sur Beyoncé, l'année dernière, ou il y a 2 ans, quand elle sort son album Renaissance, il y a un remix d'un de ses titres qui est juste une sorte de mash-up entre un titre de Twista, donc rappeur de Chicago des années, surtout populaire des années 2000, et ses vocals qui sont repris. Et le remix est tellement populaire sur les plateformes qu'au final, elle le sort elle-même officiellement. Donc je pense qu'il y a aussi peut-être un moyen pour les créateurs de remix de s'y retrouver, de collaborer avec des artistes pour derrière que les remixes puissent être des versions officielles aussi des artistes. Mais je ne sais pas si ça répond à la question. Ah si, je suis allée super loin, mais intéressant. Ouais. Et peut-être en conclusion, moi j'ai une recommandation à vous faire d'un documentaire que j'adore et que je vous recommande 1000 fois. C'est le Remix Manifesto, d'un documentaire qui date de 2008. Et pourtant, le revoir aujourd'hui, c'est un vrai choc parce qu'en fait, ça pose des questions qui n'ont toujours pas été réglées, voire même qui se sont empirées. Donc le Remix Manifesto, donc c'est de Brett Gaylor qui pose justement la question de la place du remix. Alors c'est remix au sens large, hein, c'est pas que remix musical, mais il y a quand même des exemples, notamment avec l'artiste canadien Girl Talk qui a construit toute sa musique sur lui sa musique n'est faite qu'à partir d'autres musiques en gros, c'est un peu son délire. Et déjà à l'époque, c'est un film qui pose très bien la question de comment en fait le but du copyright, c'est pas de protéger les artistes, c'est de protéger l'industrie. Et que, par exemple, l'un des cas très emblématiques quand on parle du copyright aux États-Unis, même dans le monde, c'est le cas Metallica versus Napster. Metallica qui était pas un petit groupe dans le besoin, quoi. Et que t'as un peu ce truc de est-ce que c'est Internet qui a ruiné la musique ou est-ce que c'est l'industrie musicale en fait qui ruine la musique avec le capitalisme.
J'ai dit le capitalisme. Oui, voilà, On oui, revient c'est là. un peu facile de finir là-dessus. Et en même temps, il faut aussi en parler, quoi. Moi, par exemple, je suis vraiment effarée. Alors, je suis un peu naïve là-dessus, mais moi, je fais que du Twitch et du YouTube depuis 1 an. Je suis effarée par la difficulté que c'est de passer des musiques en ligne, en fait. Mais en fait, ouais, ça c'est le fait de la modération a priori, du coup, qui date de 2019 sur YouTube, alors que dans les faits, si c'est pour commenter une œuvre culturelle, tu as le droit d'utiliser ces musiques. Sauf que ces plateformes, donc ces hébergeurs, du coup, ont le devoir en fait de modérer, et au lieu de mettre des moyens humains qui vont pouvoir savoir si c'est de la parodie, si c'est de la critique, etc., et ben ils foutent des robots qui vont juste tout ramasser en fait. Donc il y a aussi la difficulté de la législation mondiale. C'est pas la même loi qui va être utilisée dans chaque pays, mais ça encore une fois c'est une question de moyens mis à disposition, et de se poser la question, est-ce qu'on modère a priori, est-ce qu'on modère. Et c'est la promesse des NFT aussi, d'authentifier tout ça et tout. Enfin, c'est vaste question. Je pense que ce mode-là a bien pris son temps. Merci beaucoup. Et je pense qu'il est peut-être temps de passer au même Explique-moi. Je suis impatiente de savoir ce que vous avez choisi. Roda n'a pas été briefée. C'est vrai, on lui a expliqué le déroulé de l'émission et je lui ai dit t'inquiète, les mêmes, on verra ça plus tard au moment de l'émission évidemment. Donc le même Explique-moi, vous la connaissez, c'est la rubrique où on vous explique des mèmes. Voilà. Et donc, je vous le rappelle que depuis le début de la saison, vous pouvez nous envoyer vos propositions de mèmes à expliquer, que ce soit en commentaire YouTube, sur Instagram, puisqu'on a une page Internet Exploreuse spéciale rien que pour nous. Voilà, il y a Origami, il y a Internet Exploreuse. Internet Exploreuse qui est bien plus active que la page Instagram d'Origami, d'ailleurs. La page Instagram d'Origami, globalement, c'est 4 selfies des mecs qui sont à je sais plus quelle convention en Allemagne. Voilà, Gamescom. Et Sylvain n'est pas content. Et oui, tu fais partie des 4 mecs, je suis désolée. Mais également par mail, Internet Exploreuse avec un S, évidemment, @gmail.com. Envoyez-nous vos propositions, on vous expliquera ça si on le souhaite. Parce qu'on fait une petite sélection quand même. Et pour cet épisode, on a sélectionné notamment un gnome sur TikTok. Tout à fait, c'est un mème qui nous a été proposé par Sekisb sur Instagram. Donc merci beaucoup Sekisb. Et c'est un mème qui, à l'origine, commence assez mal. Alors, je vais vous parler de la Gnome War. Qu'est-ce que c'est la Gnome War ? Alors, tout part de l'été 2024. Je sais pas déjà, est-ce que vous avez entendu parler de la Gnome War sur TikTok ? Oui. Toi, oui, ok. On a été... Mais je crois qu'on a la même For You page. Et Alors, moi, je l'avais pas. Moi, je connaissais pas. Bah, je suis toute Tu seule avec as été la seule victime des gnomes. Donc, je vais tout vous expliquer. Donc, la Gnome War, c'est un mème qui est parti d'un TikToker polonais qui s'appelle Crawly Possessed, qui se fait connaître à l'été 2024 en train de partager des vidéos de lui déguisé en gnome ou en sorcier. C'est un peu difficile à dire. Je vais vous en montrer un exemple sur l'écran tout de suite. Et en gros, son délire, c'est de foutre le sbeul dans des centres commerciaux. Avec cette musique-là, toujours. Avec cette musique extrêmement agaçante et qu'on va vite couper parce que j'en peux plus. Donc, Crawly Possessed, voilà, son délire, c'est de faire un peu le bazar dans des centres commerciaux, dans des magasins, dans des food courts. Et on le voit donc se traîner par terre avec sa petite cape verte, avec un petit chapeau en papier et un petit un filet à papillon. Il explique pas vraiment pourquoi il fait ça, à part que c'est bizarre, mais dans la légende de ses vidéos, il précise qu'il cherche à se cacher des stupid knights, donc ces chevaliers crétins. Alors il explique pas qui sont ces chevaliers. Il pourrait s'agir des gardes de sécurité, il pourrait s'agir des employés de magasin. Voilà, le mystère reste entier. Les vidéos de Crawly Possessed, c'est des vidéos que moi je rangerais dans la catégorie des pranks. Les trucs un peu en mode caméra cachée qui sont très populaires sur TikTok, que moi personnellement je déteste. J'aime pas ça parce que, en fait, moi j'ai de l'empathie pour les employés qui doivent se taper ce gars qui vient les faire chier sur leur lieu de travail. C'est de la moquerie la plupart du temps. Oui, voilà. L'idée, c'est d'avoir des réactions et tout. Enfin, là, la vidéo que je vous ai montrée... J'aime pas du tout les pranks, mais il y en a un que j'aime beaucoup, en fait. C'est le truc avec les... c'est des feuilles, en fait. Des mecs qui sont cachés. Oui. Ça, par contre, et qui font boue. Oui, voilà. Désolée, mais... comme le mec de l'assurance, là, tout vert, quand tu sors. C'était l'âme. Ouais. Peut-être très bien. Voilà. Oui, je crois. Oui, bonne rêve. Très bonne rêve, ouais. Je pensais pas qu'on avait parlé de cet élève, mais très bien. Donc rien à voir avec les assurances. Crawly donc fait ses petites vidéos. Et on aurait pu en rester là, même un petit peu gênant, un prank comme on en voit 10 000 sur Internet par jour. Sauf que ces vidéos sont tellement populaires qu'elles commencent à inspirer
générer un scénario collectif. Des gens commencent à voir ces vidéos et se disent mais quand même c'est quoi ce gnome ? Pourquoi est-ce qu'il affronte des chevaliers ? Et si on inventait une histoire ? Et alors là on part dans des délires assez complexes, et quand je dis assez complexes c'est que j'ai dû regarder un résumé de 14 minutes pour comprendre les tenants et les aboutissants de tout cela. Ça a duré un petit moment, hein. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient dessus, donc je comprends que... Tout à fait, car à partir de Crowley s'est lancée donc la gnomoire, la guerre des gnomes. Donc en quoi ça consiste concrètement, c'est que des gens ont commencé à prétendre être des gnomes eux-mêmes sur TikTok. Alors pas forcément comme Crowley, pas en se filmant, mais plus souvent sous la forme de vidéos POV, donc point of view, qui sont un type de vidéo assez populaire sur TikTok, dans lequel on imite le point de vue de quelqu'un. Donc là, je vous en ai mis un exemple. Souvent, ça consiste à filmer vraiment au ras du sol avec son smartphone dans une forêt pour faire comme si on était une toute petite personne qui se met en route pour aller aider Crowley pour combattre les chevaliers. Il y a d'autres exemples aussi où un petit gnome croise des chatons et vu qu'on filme de très près, on a l'impression que les chatons sont immenses et ils vont devenir les fidèles destriers des gnomes. Donc l'idée en gros c'est qu'on est en train de se rendre à cette fameuse guerre et qu'on suit ces gnomes qui suivent cette fameuse guerre. C'est très, alors si vous nous écoutez en podcast vous en rendez pas compte, mais c'est des vidéos qui sont très DIY, très à l'arrache, d'une manière assez charmante je trouve. Enfin c'est vraiment souvent c'est des ados qui s'amusent dans leur jardin quoi. Il y a aussi une autre catégorie de vidéos dans le Gnome Talk, c'est des vidéos en IA. On a vu beaucoup de gens qui ont auto-généré des vidéos de sorciers par exemple, ce genre de choses. Je les ai pas mis en exemple parce que honnêtement elles sont pas très intéressantes, enfin elles se ressemblent toutes. Bon moi ça m'a pas trop fait rire. Et puis autre catégorie de vidéos pas très drôles, les marques, parce qu'à partir du moment où il y a une trend sur TikTok forcément c'est insupportable, ils l'ont toutes les marques y vont. Ce qui est assez rigolo c'est que Crowley lui n'a pas vraiment réagi à cette trend. Pendant que tout le monde s'amusait à jouer les gnomes, lui il faisait des contenus sponsorisés pour KFC. Bon, d'accord, pourquoi pas. La guerre atteint un point culminant le 4 juillet. Le 4 juillet, quelqu'un, je sais pas qui, déclare que la guerre, la bataille ultime entre les chevaliers et les gnomes va avoir lieu. Alors là, donc tout le monde se met en marche, donc les gnomes sont en train de marcher, on a l'intervention d'autres personnages secondaires, on a des sirènes, on a des pirates, on a des sorciers, des géants, des dragons. Là, je vous en montre quelques exemples. Et là, ce qui est rigolo, c'est que du coup, t'as plein de personnes qui commencent à se filmer en fonction des costumes qu'ils ont chez eux. Là, par exemple, on a une jeune femme qui visiblement avait une queue de sirène chez elle et qui du coup, incarne une sirène et dit voilà, les sirènes ont décidé de choisir le côté des gnomes. Parce que il y avait les chevaliers aussi qui se filmaient après aussi. Voilà, après il y a les chevaliers. Il y a aussi moi une autre catégorie que j'ai trouvé ça très rigolo, c'est les cosplayers d'un manga que je vous recommande ultra bien qui s'appelle Donjons et Gloutons, qui est un manga de fantasy. Du coup, c'était assez facile pour les cosplayers de prétendre faire partie de la bataille. Donc là, par exemple, on a un exemple avec les nains de Donjons et Gloutons qui décident de rejoindre le côté des gnomes, mais aussi le côté du pain, parce que ce qui les intéresse avant tout, c'est de manger. Donc voilà, on a tout ce lore collectif qui se construit petit à petit. Arrive le 4 juillet, il se passe rien. Rien du tout. On ne voit rien de la bataille, parce qu'il n'y a pas de bataille en fait. On ne sait même pas ce qui se passe, rien du tout. Mais c'est là que la seconde phase du Gnome War Talk s'enclenche, c'est la phase du retour. Et la rebelote, on a de nouveau des vidéos de gens qui se filment en train de rentrer cette fois-ci de la guerre, avec toujours des gens qui se déguisent en gnomes. On a des chevaliers effectivement. Alors les gens qui se déguisent en chevaliers, ma théorie c'est que c'est des gens qui font du jeu de rôle grandeur nature et qui du coup ont accès en fait à des costumes un peu chiadés de chevaliers, etc. Donc t'as des très jolis costumes. Ouais, il y a du cosplay aussi. Le Night Talk, il y a plein de meufs qui se mettent en armure et tout, qui font des jolies vidéos. Faut avoir des genoux solides pour faire ce truc. Il faut vraiment avoir les genoux solides. Tu as raison. Ouais, moi mais mes genoux ont craqué juste en voyant ces vidéos. Et donc voilà nos chevaliers qui retournent de la gnomoire. On ne sait, ils sont méchants. On ne sait pas s'ils ont gagné, s'ils ont perdu. Mon side. T'as choisi ton camp, ouais. T'as choisi le camp des verts, quoi, comme d'hab. Ah ouais. Bref, la Gnome War Talk, c'est pas un mème qui est très compliqué, qui est finalement un peu cringe au début parce que voilà, Crowley faisait cette vidéo prank. Crowley qui, encore une fois, n'a pas du tout réagi à cette trend, qui par ailleurs, pendant que j'ai créé ma chronique, a été banni de TikTok.
C'est pas de ma faute, je vous le promets, c'est pas moi. Elle l'a écrit en caps Dans les notes. Dans les notes. Mais moi, ce que j'aime bien dans ce mème, c'est que, en fait, c'est assez créatif. C'est assez, c'est très DIY, etc. Et ça montre qu'Internet, même si voilà, on est sur un Internet social qui se repose beaucoup sur les vidéos, etc. Bah, il y a encore beaucoup de créativité, beaucoup d'inspiration collective en ligne. Et du coup, je trouvais ça assez charmant. Et puis, ça illustre bien un truc simple, c'est qu'est-ce qui gâche un bon mème? 1, les marques, et 2, les contenus parias. Voilà. Ouais, tout à fait. Et moi, ça me fait un peu penser à un mème qu'on vous avait expliqué. Je crois que c'était limite le premier épisode d'Internet Explorer, c'était les doubloons. Vous vous rappelez la monnaie et tout qui était utilisée, c'est encore tout un autre... On va pas repartir là-dessus. T'en parlerai après, Rodel, parce que sinon on va exploser la durée de l'émission. Et tu voulais nous parler aussi d'un mème qui fait pas du tout rire, là, pour le coup. Ouais, complètement, parce que c'est pas parce qu'un mème existe qu'il est forcément drôle, et je pense qu'on peut aussi parler des mèmes qui sont pas marrants. En l'occurrence, ce mème, il est lié à une actualité qui est pas très marrante, qui est très sérieuse, qui est l'élection de Donald Trump comme président des États-Unis le 6 novembre 2024. Donc c'est le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Et vous n'êtes pas sans savoir que cette candidature a été largement soutenue et financée par Elon Musk. Donc Elon Musk, entrepreneur, PDG de Tesla, de SpaceX, qui a également racheté Twitter et qui en a fait X. D'ailleurs, X qui a été largement utilisé pour faire de la propagande pour la candidature de Donald Trump. Et donc Elon Musk a vite été récompensé par cette fidélité, puisque Donald Trump a annoncé le 12 novembre que Elon Musk allait co-diriger une commission spéciale dédiée à, je cite, l'efficacité gouvernementale, notamment pour réduire les dépenses publiques. Alors, je le précise parce que j'ai vu beaucoup d'imprécisions en fait sur ce sujet. C'est pas un ministère. Il y a seul le Congrès américain peut décider de créer un nouveau ministère. Néanmoins, ça pose quand même évidemment des questions graves sur les potentiels conflits d'intérêts entre Musk et ses entreprises. Des boîtes comme SpaceX, par exemple, qui est spécialisée dans l'aérospatiale, a des immenses contrats avec le gouvernement américain. Mais bon, le département va s'appeler Doge comme le même. Alors, c'est rigolo. Pourquoi je vous raconte ça ? Globalement, c'est parce que Elon Musk s'est beaucoup affiché avec Donald Trump ces derniers jours, ces dernières semaines, et ça a commencé à attirer l'attention des internautes et des journalistes. Notamment un tweet qui a beaucoup tourné, c'est celui de Kai Trump, donc qui est l'une des petites filles de Donald Trump, qui le soir de la réélection de son grand-père, a posté une photo de sa famille. Donc on y voit Donald Trump, on y voit son fils, on y voit un peu toute la smala Trump. À l'exception de Melania Trump, donc la femme de Donald Trump qui n'est pas présente sur cette photo, et à l'ajout de Elon Musk, qu'on voit là tout à droite de l'image, qui pose avec son fils. Cette photo, elle a poussé les gens à commencer à donner un nouveau surnom à Elon Musk, qui est celui de First Buddy. Donc Buddy en anglais, ça veut dire pote, petit pote, copain, etc. Et donc c'est un surnom qui fait référence en fait au concept de la First Lady qui est la première dame aux États-Unis. En gros, le gag c'était de dire Melania Trump n'est nulle part, mais par contre Elon Musk est partout, donc peut-être que Elon Musk serait le First Buddy. C'est pas vraiment un mème à son avantage, il a beau avoir réagi en disant que ça le faisait marrer, clairement les internautes l'utilisaient plutôt pour se foutre de sa gueule. Sauf que pour certains c'était pas assez, il fallait pas seulement qualifier Elon Musk de First Buddy, il fallait aller plus loin. Et alors là, on est passé dans une autre catégorie de mèmes où Elon Musk a commencé à être qualifié de First Lady, voire de Elonia, donc une féminisation de son nom. Et alors là, ça a été le festival des mauvais photomontages et d'images générées par IA représentant Elon Musk en femme, voire en lui attribuant des termes homophobes que je ne vais pas répéter ici, parce que j'ai autre chose à faire. Donc ça, c'est des mèmes qu'on a retrouvés... alors déjà, c'est le First Lady, c'est un truc qu'on a retrouvé même dans la bouche de journalistes, sur CNN par exemple, c'est quelque chose qui a été abordé. Mais aussi sur Internet. Delon en tant que First Lady, c'est ça. Delon en tant que First Lady. Ouais, c'est ça. Dire, Elon Musk, il est presque comme la First Lady, etc. Sous-entendu, c'est un peu rigolo de sous-entendre qu'Elon Musk serait une femme, voire serait en couple avec Donald Trump. Là-dessus, on rajoute aussi un petit peu de conspi de gauche, parce que ça existe aussi à gauche. Il y a eu une rumeur comme quoi Stephen King, l'auteur qui s'oppose régulièrement à Elon Musk, aurait été banni de X parce qu'il aurait repris le mème de la First Lady, ce qui était faux en fait. Par ailleurs, Stephen King est parti de X il y a quelques jours, mais ça n'a rien à voir. Donc voilà, tout un ensemble de mèmes un peu bizarres. Et moi, j'avais envie d'en parler. Pourquoi ? Doit-on le préciser ? Visiblement, oui.
Représenter un homme déguisé en femme pour se moquer de lui, c'est sexiste, c'est transphobe, c'est homophobe. Les femmes cis, les femmes trans, les hommes gays ne sont pas là pour illustrer vos désirs d'humiliation. Alors on peut éventuellement se dire qu'il y a une volonté bête de surfer sur le truc viral du moment, et clairement il y a des comptes qui ont partagé ce genre de mème. Par exemple, j'ai trouvé une vidéo abominable de d'Elon Musk enceint. Ça clairement ça a été fait par une, voilà, merci Sylvain, ça clairement ça a été fait par un gars qui voulait surfer sur le truc viral du moment. Mais on a aussi beaucoup retrouvé ces mèmes chez des gens de la gauche américaine qui trouvent ça vraiment très très rigolo de supposer qu'Elon Musk et Donald Trump couchaient ensemble. Je vais citer l'excellente Daisy Le Tourneur, grâce à qui j'ai eu vent de toute cette histoire. Donc Daisy Le Tourneur, qui est autrice et qu'on a reçue dans Internet Exploreuse lors de notre précédente saison. Daisy dit: expliquez-moi en quoi appeler Elon la First Lady, c'est drôle, sans être misogyne, homophobe et transphobe. Deuxième message, les mecs ne pas répondre à une question rhétorique challenge. Parce que quand Daisy a posté ses messages, elle a eu plein de réponses de mecs qui se justifiaient en disant oui mais quand même c'est rigolo, tu comprends. En plus c'est un gars, ou parfois qui retournait le truc. Oui mais Elon Musk il est un peu homophobe, donc du coup c'est rigolo parce que il aimerait pas qu'on suppose qu'il soit lui-même un mec. Enfin bon. Bref, si je vous parle de ce mème, c'est parce que il m'a vraiment fait chier, et deux, je pense que ça illustre un bon truc. Même si vous pensez être du bon côté de l'histoire, de la politique, du militantisme, vos idées ne vous protègent pas d'être un con sur Internet. Amen. Clairement, amen. Merci beaucoup, Lucie, pour ces deux Même explique-moi. On en a encore appris des choses dans Internet Exploreuse. Et maintenant, on va passer au Va toucher de l'herbe. Va toucher de l'herbe, c'est la chronique où on vous parle de quelques recommandations, quelques petites choses qu'on a vu passer, qu'on aime pendant le dernier mois et qui n'utilisent pas d'écran. Voilà, tout simplement. C'est difficile des fois de trouver des choses. Pour moi, j'ai foiré le mois dernier. Ah oui, j'en avais juste pas le mois dernier. J'ai passé mon temps devant les écrans. C'est ça, d'être journaliste, jeux vidéo, tout simplement. Et pour commencer, Roda, tu voulais nous parler d'un principe, ce que tu appelles le dessin freestyle. Oui, enfin, j'arrivais pas à trouver un meilleur nom, mais oui, le dessin freestyle, en gros, c'est quand j'ai passé énormément de temps sur les écrans et que j'ai envie juste de décompresser, en général, je dessine. Mais le dessin, pour moi, depuis que je dessine, j'ai toujours eu un but en allant sur ma feuille de papier. Enfin, je sais ce que je veux dessiner, et donc j'ai commencé à aller dessiner sans avoir réellement de but. J'écoute de la musique et puis voilà, je me mets sur mon carnet et je dessine un peu et je suis un peu ce que mes doigts me disent de faire, en fait. Est-ce que tu te reprends des fois, ou est-ce que genre tu laisses Non, je laisse. En général, ça, et c'est drôle parce qu'au début c'est toujours un peu, ça ressemble pas à grand chose, et puis à un moment donné il y a quelque chose, il y a une forme, il y a une, je sais pas, il y a quelque chose qui se crée, en fait, où je commence à reprendre un peu les mêmes gestes, mais au début c'est un peu, c'est pas fluide au début. Est-ce qu'il y a un côté genre test de Rorschach où tu vois, au travers de formes, tu commences à voir des trucs qui émergent Honnêtement, non, en général, non. Mais je trouve que ça me permet en même temps de créer des sortes de motifs. Maintenant, j'ai des motifs, en fait, que je fais régulièrement. Je sais pas ce que ça va devenir. Il faut pas que ça devienne quelque chose, d'ailleurs. Là, on passe de divertissement. Tout n'a pas besoin d'être du contenu. Voilà, exactement, c'est ça. Mais ouais, je veux dire, depuis que je le fais, ça fait bientôt 4 ans. C'est à chaque fois, j'ai de nouveaux motifs, en fait, qui se créent et que je reprends parfois. Et là, du coup, c'est pas vraiment du freestyle, c'est juste une reprise. Et tu nous disais que tu faisais ça au début, du coup, sur du free jazz aussi. Oui, oui. J'ai commencé. Je disais que j'ai commencé en 2020 pendant le confinement, donc où on était tous une nouvelle fois encore un moment assez particulier où je pense que j'avais besoin d'exorciser des choses. Je sais pas exactement quoi. Et donc j'écoutais du free jazz. J'écoute beaucoup de free jazz. Le free jazz pour moi c'est très spirituel, et donc c'est du free jazz ou du jazz spirituel. Et donc à l'époque j'écoutais du free jazz, et à chaque fois chaque dessin a le nom du titre que j'écoutais pendant que je le faisais, en fait. Et donc ça donne des choses, parce que le free jazz c'est quand même assez particulier, ça peut être très cacophonique, ça peut être très bizarre entre guillemets, et donc du coup parfois les dessins reflètent littéralement la bizarrerie de ce que je pouvais écouter à ce moment-là. Ouais. Trop cool, ça me donne envie d'essayer. Ouais, j'aime trop à chaque fois les côtés improvisation dans chacun des arts, que ce soit au théâtre ou tout ça, parce que vraiment ça entre en total, bon on en parlait un peu là, mais contradiction avec l'idée que tout doit être hyper clean, tout doit être connu par cœur, on doit utiliser certaines techniques sur le dessin, en musique, etc. Je trouve ça trop chouette de revenir à quelque chose qui n'a pas ce but-là, le fait de pouvoir utiliser plus tard, de pouvoir démontrer certaines compétences, capacités, etc.
j'aime trop ça. Et toi, Hello, t'avais une recommandation musicale pour le coup, pour rester dans le thème. Oui, non mais en fait c'est une artiste que j'ai écoutée sur TikTok sans jamais connaître ni le nom du titre, Un tout petit peu d'écran. ni le ni le nom de l'artiste en fait. Donc je trouvais que c'était fort à propos après la chronique. C'est une artiste qui s'appelle Lola Young, qui est une artiste sud-londonienne qui vient de sortir, enfin qui a sorti il y a quelques mois son premier album qui s'appelle This Wasn't Meant to For You Anyway, pardon. Ouh. Et qui c'est de la pop trash britannique comme vous avez pu connaître un peu plus tôt, et c'est un album de rupture. Il y a un fuck you à tous mes ex, dit-elle du coup dans des interviews, et c'est juste parfois hyper énervé. Ça parle aussi des déboires un peu adolescents quand tu conduis dans le sud de Londres, etc. Et cette artiste-là, au niveau de la voix, hein, moins au niveau du genre musical, elle est souvent comparée à un mix entre, attention, Adele et Amy Winehouse, et pour une raison, voilà, donc une voix plutôt sympathique. Hein. Et c'est pas seulement par rapport à sa voix, mais aussi par rapport aux personnes qui l'accompagnent, à ses managers. Donc la personne qui l'a trouvée, du coup, qui l'a trouvée dans un pub, après on reviendra là-dessus, c'est Nick Shymansky, qui était du coup le manager d'Amy Winehouse et qui avait arrêté de manager les artistes après la mort du coup de l'artiste, et il s'est lancé en duo du coup avec la personne qui avait signé au tout début Adele, qui est Nick Huggett. Et alors on revient du coup sur ces deux artistes et ces deux personnes là en particulier parce qu'elle sort pas de nulle part. Cette artiste, elle sort tout simplement de la Brit School, c'est-à-dire l'école d'art londonienne dont sort énormément d'artistes connus aujourd'hui, dont est sortie Adele, dont est sortie Amy Winehouse, dont est sortie Tom Holland aussi, voilà. Et donc voilà, c'est une artiste qui a une formation assez classique, etc., qui propose une pop trash qui est très sympa. Je vous Courage. J'arrive plus. J'ai plus d'eau depuis 30 minutes. J'arrive plus. Et je vous conseille notamment Big Brown Eyes comme morceau qui est super. Conceited aussi dans l'album, c'est très chouette. J'ai un peu utilisé des écrans pour la découvrir, mais c'est pas grave, on va dire que j'ai surtout écouté avec mes oreilles. Je peux rajouter un truc qui n'a rien à voir absolument Bien avec ce dont tu viens de parler. En regardant justement la cover, ça m'a fait penser qu'on n'en a pas discuté, mais les plateformes de streaming ont aussi changé la manière dont les covers sont faites aujourd'hui. Tout à fait. Où on perd en créativité parce que du coup parfois il y a même pas le nom de l'artiste, c'est souvent le visage qui est mis en avant, il y a plus vraiment il faut que ce soit visible, donc on peut plus vraiment écrire en petit, donc je pense que en tout cas l'évolution de l'industrie et aussi juste de la manière dont on vend sa musique et donc on crée des images autour de sa musique a évolué aussi à cause de des plateformes et d'internet. Merci. Donc ça c'est Lola Young, je vous le conseille, j'écoute que ça en ce moment, vraiment. C'est ma petite obsession du moment. Et toi, Lucie, tu voulais nous parler de, je lis, alors, faire des petits week-ends. C'est ça. Bah écoute, va toucher de l'herbe, je le prends de manière assez littérale. Donc je suis allée toucher de l'herbe dans plein d'endroits différents de France ces derniers temps. Ouais, en fait, donc moi je suis une ancienne parisienne mais qui habite à Lille maintenant, ça fait 3 ans. Et depuis que je suis plus parisienne, je bouge davantage ailleurs en France. Alors déjà parce que Lille est une ville très reliée en fait, qui a un très bon réseau ferroviaire, donc je peux aller assez facilement ailleurs. Et ces derniers temps, il se trouve que la vie m'a emmené faire des petits week-ends et j'ai retrouvé le plaisir de faire des petits week-ends, pas à l'étranger mais juste en France. Je suis allée à Strasbourg en septembre, c'était trop bien. Je sais pas si vous connaissez Strasbourg, mais c'est une ville que j'ai appris à connaître parce que j'y suis allée à plusieurs reprises, et je voulais en profiter pour vous parler d'un musée que j'ai découvert à Strasbourg que j'ai trouvé incroyable, qui s'appelle le musée L'Œuvre Notre-Dame, un musée que j'aurais pas du tout visité si on me l'avait pas recommandé, et en fait c'est l'ancien lieu où était gérée l'administration du chantier de la cathédrale de Strasbourg. Alors là tout de suite, incroyable cette cathédrale. Alors la cathédrale, mais justement à Dark Souls. À Strasbourg, tu vas à la cathédrale, tu vas pas au musée juste à côté. Et en fait qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve de l'art strasbourgeois et orénan de l'époque médiévale et de la Renaissance. Donc déjà, si vous aimez les trucs un peu médiévaux, les trucs médiévaux,
c'est votre cam. Et en l'occurrence, la collection est très belle. Et surtout, et moi j'ai eu vachement de chance, j'y suis allée le premier dimanche du mois d'octobre, si je me trompe pas. Et tous les premiers dimanches du mois, en fait, il y a un fond de plan d'architecture de la cathédrale de l'époque qui est exposé au public et que vous pouvez aller voir. Et du coup, j'ai vu des plans d'architecture de la cathédrale de Strasbourg et ça m'a retourné le cerveau. J'en ai mis un. Alors c'est dur à voir en ligne comme ça, mais c'est des dessins d'une précision et te dire que ça date de l'époque médiévale où t'as un peu cette impression de en gros l'art daté, on a l'impression que c'est moins bien que ce qu'on fait aujourd'hui, enfin pas parfois, mais surtout t'as souvent ce rapport où ils ont du mal avec la profondeur et tout, et donc là pour réussir à avoir du coup sur ces plans là que mais là c'est d'une précision, c'est d'une beauté, enfin moi ça m'a vraiment bouleversée, donc voilà, c'est un peu une reco random, mais j'ai beaucoup aimé ce musée, donc si vous passez par Strasbourg je vous le recommande. Puis j'ai fait d'autres petits week-ends, je suis allée à Paris récemment, mais pas pour le taf, juste pour le plaisir. Et d'ailleurs, c'est très rigolo. J'ai vécu ma meilleure vie à Ménipoulain. J'ai croisé les mecs d'origami à la terrasse d'un café. Ah ouais? Ouais, t'étais partie. Ah ouais. Et du coup, j'ai bu un coup avec mes collègues, mais pas au travail. C'était sympa. Voilà. Et bientôt, je vais à Marseille. Donc, ça les petits week-ends. Si vous avez évidemment les moyens, parce que je peux le faire aussi parce que j'ai les moyens de me payer des petits billets de train. Partir en week-end en France, c'est vachement sympa. C'est sympa, ouais. C'est sympa. Bah, merci beaucoup, Lucie. Bah, je t'en prie. Je crois qu'il est temps de clore cette émission qui a bien duré. Désolée, c'était passé. C'est pas grave. C'est vrai, c'est combien de temps? Là, ça fait depuis 2 heures qu'on est en live. Oh, wow. Où on a bien discuté, mais le temps est passé vite parce qu'on est en bonne compagnie. Ça vachement intéressant. Donc c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. J'ai plein de gens à remercier. Merci à la modération d'Origami qui fait un super taf sur nos lives et globalement sur les contenus d'Origami. Merci à Sylvain, évidemment, notre réalisateur qui n'a pas eu une tâche facile aujourd'hui parce qu'il a eu beaucoup de ressources à gérer et beaucoup de musique à passer en mute. Bravo Sylvain. Merci à Roda. Merci. Est-ce que ça t'a plu? Oui, c'était super. Trop bien. Merci. Je vous rappelle Roda qui a écrit Sensible, une histoire du R&B français, un super bouquin que je vous recommande plus. On est bientôt à Noël. Si vous connaissez une personne qui écoutait beaucoup Ryan B. Fever quand elle était adolescente, au hasard, lisez-le. Ça vous élargira vos horizons. Mais par ailleurs, ça en parle aussi très bien et ça en parle avec, je trouve, une certaine tendresse. Donc c'est un bouquin que je vous recommande 1000 fois. Merci Héloïse. Merci à toi Lucie. T'as passé une bonne émission? Oui, oui, très bien. J'ai beaucoup parlé. Oui. Tu as soif. C'est ça. Tu as soif. Eh bien, avant d'aller boire, je remercie également toutes les personnes qui nous soutiennent sur Patreon. Je le rappelle, Internet Exploreuse est une émission produite par Origami, qui est un média indépendant, qui est financé en très grande partie par son public. Donc voilà, si vous avez les moyens et l'envie, n'hésitez pas à aller sur notre Patreon. Le premier palier est à 3 € si je me trompe pas. Tout à fait. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. En plus, je crois qu'on a un petit objectif sympathique qui est d'atteindre le palier des 15 000 € avant la fin du mois de décembre, c'est ça? Ouais, pour passer une bonne fin d'année, s'il vous plaît. Allez, on y croit. Je vous rappelle par ailleurs que nous sommes présents évidemment sur les réseaux sociaux. On est quand même les Internet Exploreuses. On a un compte Instagram, Internet Exploreuse au pluriel, et on a un mail, internetexploreuse au pluriel, @gmail.com. Voilà, j'ai tout dit, je crois. Il est temps de vous dire au revoir. Et puis, au mois prochain pour une émission très spéciale. À la prochaine!